Ημέν υπείων στρώτων, είδε πέσδων, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε πέσδων, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Έμενε κάλιστον. Εγώ δε. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau séminaire de l'Institut Émilie du Châtelet, co-organisé par Evelyne Père, paléoanthropologue au Muséum d'Histoire Naturelle, Joëlle Viels, généticienne au CNRS, Frédéric Pigère, professeur émérite, anciennement titulaire ou titulaire jusqu'à récemment de la chaire Genre, Mixité, Égalité, Femmes-Hommes de l'école à l'entreprise ici au CNAM, avec l'aide de sa collègue Anne-Françoise Bender, spécialiste des questions de genre dans le champ des ressources humaines. Le séminaire œuvre depuis sa création à un dialogue interdisciplinaire entre les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales, et la séance d'aujourd'hui en est une parfaite illustration, puisque les violences sexuelles, qui touchent notamment au corps, aux droits, sont symptomatiques d'une construction toxique des rapports sociaux de sexe, et ce, dans la longue durée. Trope polysémique de la littérature et des arts, d'Ovide à Maupassant, en passant par nombre de romanciers et romancières du XVIIIe siècle, les violences sexuelles ont aussi une histoire, et c'est un bout de cette histoire qu'Enora Perronneau-Saint-Jalm vient nous raconter aujourd'hui à travers la présentation de son livre « Crimes sexuels et société » à la fin de l'Ancien Régime. Quelques mots avant de lui laisser la parole pour vous présenter notre collègue. Enora Perronneau-Saint-Jalm est une ancienne élève de l'École des Chartes qu'elle intègre en 2016 et où elle suit pendant 4 années une formation d'archiviste paléographe après 3 années de classe préparatoire au lycée Camille de Guérin de Poitiers et au lycée Faidherbe de Lille. En 2019, alors qu'elle est toujours à l'École des Chartes, elle obtient également son master d'histoire à Sorbonne Université et c'est à cette date qu'elle commence à travailler sur les violences sexuelles dans le cadre d'un mémoire de DEA intitulé « Les archives du viol, représentation judiciaire et sociale d'un crime au XVIIIe siècle » sous la direction de Reynald Abad. Mémoire qui lui vaut l'obtention d'une bourse de recherche du Conseil départemental de Lyon. Grâce à cette bourse, elle peut poursuivre ses travaux de recherche sous la direction d'Olivier Poncet dans le cadre d'une thèse qu'elle soutient en juin 2020 sous le titre « Crimes sexuels et société à la fin de l'Ancien Régime, le viol à Auxerre et à Sens au XVIIIe siècle ». Ce travail est doublement récompensé, d'une part par la bourse Victor Baudet, dont elle est la première lauréate, et d'autre part par la publication aux éditions Perrin en 2021 du volume dont elle va nous parler aujourd'hui. Depuis, Enora nous a fait l'honneur, à Réjeanne Amus-Vallée et à moi-même, de rejoindre le projet Avisa porté par la MSH Paris-Saclay. Ce projet vise à écrire l'histoire du harcèlement sexuel et Enora en est un membre très actif. Elle a participé en janvier 2024 au colloque « Historiciser la figure du harceleur, regard et discours genrés » avec une communication consacrée aux violeurs des Lumières, Homo criminalis ou Monsieur Tout-le-Monde. Puis, en octobre 2024, au colloque « Partout et en tout temps, les lieux propices au harcèlement sexuel avant MeToo ». Elle s'est à cette occasion intéressée à la possibilité de cartographier les lieux du harcèlement sexuel au XVIIIe siècle en partant à la chasse des lieux communs. Car Enora Perronneau-Saint-Jalm pratique l'histoire avec des compétences d'enquêtrice qu'elle a développées dans une autre partie de son activité professionnelle en tant que chargée de contrôle et de collecte à la préfecture de police, poste qu'elle a occupé jusqu'en juin 2022.
Aujourd'hui, elle est archiviste en charge des fonds et du traitement des fonds d'archives publiques aux archives de Paris, qui englobe notamment celle de la préfecture. Avant cela, elle a été vacataire au service central des archives de la Cour de cassation entre juin 2021 et mai 2022, ingénieure d'études à l'École nationale des chartes entre 2020 et 2021, pour laquelle elle a saisi les analyses d'actes des rois de Navarre dans la base de données du projet ANR Acro-Navarre sur Omeka et édité un formulaire de chancellerie sous Henri IV. Elle a aussi travaillé pour les archives départementales de Seine-et-Marne, pour qui elle a classé et reconditionné le fonds d'archives privées du domaine de Lagrange pour du XVIe au XXe siècle et rédigé un instrument de recherche. Enfin, après un stage au service historique de la Défense à Vincennes, où elle a classé et inventorié le fonds des services de renseignement français durant la Seconde Guerre mondiale et rédigé un instrument de recherche sous la direction de Bertrand Fonck, le conservateur du patrimoine, elle a traversé l'Atlantique pour inventorier le fonds de la correspondance reçue par les secrétariats civils et provinciaux et les registres du greffe du Conseil exécutif pour la région du Québec et du Bas-Canada, entre 1760 et 1841, fonds détenus par la Bibliothèque et les Archives du Canada à Ottawa. On le voit, le CV de Nora est déjà bien rempli, sans même avoir mentionné ses activités de rédactrice en chef du journal mensuel de l'École des Chartes, La Plume à Chartes, entre 2018 et 2019, et son activité bénévole d'écrivain public et d'aidant numérique. Aujourd'hui, elle va prêter sa voix, et non sa plume, à une autre population, celle des victimes de violences sexuelles sous l'Ancien Régime, et je lui cède donc la parole. Alors, avant de commencer ma présentation, bonjour à toutes. J'allais dire bonjour, j'avais prévu bonjour à tous, mais là, le fait est que, en tout cas dans la salle, nous ne sommes qu'entre femmes. Avant de commencer à parler, je voulais évidemment remercier l'Institut Émilie du Châtelet et ses équipes pour leur chaleureuse invitation. Grâce à elle aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole pour aborder un chapitre difficile, mais pour moi incontournable de l'histoire des femmes et du genre, à savoir l'histoire du viol. Je vous propose pour commencer cette présentation et commencer notre échange, une première partie sous la forme d'une longue introduction qui sera consacrée en fait à une remise en contexte de la question du viol et de son histoire avec un grand H, mais vous verrez que nous n'aurons pas à remonter très loin, mais aussi dans l'historiographie. Cet exposé sera l'occasion de vous présenter en long, en large et en travers les sources qui composent mon corpus de base, les archives, les affaires en l'occurrence, qui m'occupent depuis 2017, donc depuis mon master, et que je ne cesse de redécouvrir depuis, notamment avec le programme Avisa. Ma communication suivra ensuite un plan binaire, volontairement provocateur entre guillemets, non seulement parce qu'il ne respecte pas le traditionnel plan en 3 parties, mais aussi pour son parti pris, parce qu'on se penchera d'abord sur les signes qui tendraient à prouver l'existence d'une culture du viol au XVIIIe siècle. On partira des chiffres et des cas que j'ai trouvés dans les archives. On s'appuiera aussi sur le droit et le système judiciaire d'Ancien Régime. Comment les autorités jugeaient-elles ce crime? Qui en étaient les victimes? Qui en étaient les auteurs? Voilà, en bref, les questions auxquelles on essaiera de répondre. On s'intéressera ensuite à la place des femmes dans les procès pour viol, je voudrais dire leur vraie place, plutôt. Presque toujours victimes, souvent demanderesses et parfois témoins, quel était le vrai rôle des femmes dans ces affaires? Comment agissaient-elles en justice et en société, au moment des enquêtes et des procès, mais aussi à la sortie du tribunal? Loin des idées reçues, tant celles du monde de la recherche que celles malheureusement liées à notre actualité, on questionnera leur stratégie et leur profil. Et on verra ce que ces femmes à plusieurs siècles de distance finalement peuvent nous apprendre de la condition des femmes à la fin de l'Ancien Régime et au siècle des Lumières particulièrement. Donc ma première partie s'intéresse en fait à l'histoire du viol et aux méthodes en fait qui ont été adoptées progressivement pour l'écrire. L'histoire du viol a des débuts féministes, on la place environ dans les années 70. L'état actuel de la bibliographie, qui se concentre essentiellement sur la période contemporaine, met en évidence une prise de conscience tardive des enjeux de la question du viol. Elle naît donc dans les années 70 dans un contexte à la fois féministe et militant, aux États-Unis, avec des autrices qui, comme Susan Brown Miller que vous voyez dans la première photo, avec son livre, remettent en cause le silence qui entoure les violences sexuelles, non seulement celles qu'elles vivaient, mais aussi celles qu'elles avaient pu constater dans les sociétés passées.
Donc Suzanne Brown Miller, journaliste et militante, écrit en 1975 Against Our Will, Men, Women and Rape en 1975, donc un livre qui est traduit dès l'année suivante par simplement le titre Le viol. Les exemples qu'elle cite sont presque exclusivement contemporains et parlent essentiellement à un public anglo-saxon. Elle emprunte notamment à la ségrégation, à la guerre du Vietnam, mais aussi à la guerre de sécession. Mais le viol est pour la première fois au cœur de la réflexion d'un ouvrage. C'est quelque chose qu'on n'avait pas retrouvé encore auparavant. Plusieurs historiens, surtout des hommes, à vrai dire, alertent, on va dire, dès la parution de son livre sur en fait le caractère biaisé des résultats et de ses hypothèses qu'elle a pu avoir. Mais le débat est lancé en fait dans l'opinion publique, et notamment dans le champ de la recherche. En 1976, au même moment que paraît la traduction française de Suzanne Brown Miller, on a aux États-Unis Edward Shorter qui publie un livre qui s'intitule Le corps des femmes, dans lequel il parle sans embâche du viol, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas retrouvé auparavant. Ensuite, donc dès la fin des années 70, l'intérêt des sciences humaines pour le sujet du viol ne cesse de croître et les anglo-saxons, qu'on sait souvent à l'avant-garde des thèmes sociétaux, monopolisent pendant longtemps, pendant plusieurs décennies, les travaux sur les rapports entre sexualité et violence. Et je pense qu'en France, on peut parler de tournant de Georges Vigarello, car le viol ne commence à être considéré vraiment comme un sujet légitime, en tout cas au sein de la recherche historique et en France, qu'en 1900 à peu près, à la fin du XXe siècle. Et il faut ici saluer, à mon avis, l'œuvre de Georges Vigarello, auteur de Histoire du viol 16e-20e siècle, dont je vous ai mis ici la couverture originale, et que j'ai ici sous la main, parce que c'était un petit peu ma Bible quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. C'est encore aujourd'hui, à mon avis, en tout cas à ma connaissance, le seul ouvrage historique qui est transpériode, qui ne s'intéresse pas à un siècle ou une décennie, ou alors à une affaire en particulier, ce qu'on retrouve aussi par ailleurs, et qui, on peut dire, apolitique, encore que ça puisse être contesté. Mais enfin, il est écrit il s'intéresse à la question du viol sans contexte particulier derrière. Je pense notamment à d'autres ouvrages qui sont parus sur la question du viol et dont je vous ai mis par exemple un exemple tout à droite, Viol en temps de guerre, qui est sorti en 2011 et qui a été dirigé par Raphaël Branche et Fabrice Virgili, qui lui s'intéresse plus spécifiquement au contexte des conflits armés. Donc, on le voit, il y a assez peu d'ouvrages sur la question du viol qui sont sortis, mais ceux-ci existent et montrent que souvent le viol est un support à une exploration de l'exercice de la justice, de la place des femmes dans la société, des relations sociales et du lien familial, ainsi que forcément, si on s'intéresse à la sexualité et au régime de la violence à l'époque moderne. Et plus récemment, ce qu'on appelle les gender studies, plus récentes, donc, mais aussi plus controversées, s'en sont aussi saisies. Quelles archives, cependant, utiliser quand on veut écrire l'histoire du viol? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a constaté par le biais de la bibliographie un intérêt assez tardif pour cette question, mais au-delà de l'historiographie, quand on s'intéresse vraiment aux sources qui existent, du Moyen-Âge jusqu'à la première moitié du XVIIe siècle, les sources qui permettraient d'écrire cette histoire du viol ont été très peu et assez mal conservées, et donc difficilement exploitables. Je vous ai mis ici un exemple des documents que j'ai eus sous la main. Vous avez les 3 cas en fait, qui montrent que étudier ces sources-là, ça peut être assez compliqué. Vous avez par exemple sur la gauche, même si on est archiviste paléographe, il y a des choses qu'on a du mal à déchiffrer. Là, par exemple, c'est des écritures qui datent des années 1690, dans ces eaux-là. Autre difficulté aussi, encore matérielle, mais là, c'est plus lié à la conservation postérieure. C'est, en fait, là, on ne le voit pas forcément, mais ici, en fait, une fois que le procès était terminé, on créait des liasses, on perçait des trous, on les reliait tout ça avec une ficelle, et des fois, c'est des choses qui n'ont pas bougé depuis 300 ans. Donc en fait, quand on récupère ces documents-là, c'est parfois très compliqué d'avoir accès aux écritures qui, ici, c'est pas du tout à l'échelle, c'est des choses qui font de l'ordre de 1 ou 2 mm de haut. Donc assez compliqué à lire, surtout quand c'est dans les marges. Et enfin, plus simplement, les aléas de la conservation font que des fois, il y a carrément des bouts de papier qui ont disparu ou qui se sont tellement élimés qu'on n'arrive plus à les lire. Donc les crimes sexuels, en plus de parfois avoir laissé des archives peu lisibles, ont de base laissé peu de traces, en tout cas pas de traces spectaculaires dans les fonds d'archives. Selon certaines estimations, on dit qu'un viol sur 20 seulement aurait été déclaré aux autorités en France sous l'Ancien Régime. Ce constat qui repose un peu sur des statistiques assez obscures recoupe quand même des chiffres qui ont pu être récupérés par d'autres chercheuses et chercheurs. Par exemple, pour n'en citer que quelques-uns,
Edmond Locard repérait 49 dossiers seulement au Parlement de Paris entre 1540 et 1692, assez peu, donc très peu. Georges Vigarello lui-même en comptait 14 durant les grands jours d'Auvergne. Françoise Huard-Hardy, qui s'intéressait elle aussi aux arrêts du Parlement de Paris, mais cette fois-ci sous le règne de Louis XV, en comptait 32. À Genève, Michel Porret en a compté 23 entre 1650 et 1815. Et enfin, Stéphanie Godilla-Cotella signalait 2 plaintes par an seulement entre les années 1490 et 1559 au sein des archives de la justice communale de Dijon. Donc on a assez peu de documentation finalement disponible. L'avantage indéniable quand on commence ce type de recherche, c'est qu'on se dit donc que les travaux qu'on va mener seront forcément inédits, en tout cas dans une large partie. L'inconvénient, c'est que pour quelle méthode utiliser pour travailler sur ces documents, parce que les méthodes ont finalement assez peu de précédents. J'avais donc 2 solutions qui s'offraient à moi. La première, c'était d'exploiter les chiffres que j'avais vus dans la bibliographie que j'avais largement compulsée parce que je débarquais totalement dans le monde de la recherche. Donc les chiffres que je vous ai cités par exemple tout à l'heure. Et la deuxième solution qui a eu finalement ma préférence, c'est en fait de procéder moi-même à des dépouillements et d'en tirer mes propres hypothèses. Donc j'ai dû inventer mon corpus et ma méthodologie, donc quasiment partir de zéro. Au début, je pensais faire une étude quantitative, donc récupérer le maximum d'informations par le biais de sondages dans les vastes collections de registres d'arrêt, de dossiers de procédure. J'ai dû écarter cette hypothèse, non seulement parce que je me savais que finalement je n'allais pas avoir grand-chose, et aussi c'était extrêmement chronophage, parce que dans le contexte universitaire, on ne peut pas se permettre. Voilà. Donc je me suis dit, je vais travailler sur des sources plus importantes. Pourquoi pas travailler aux archives du Parlement, sur les archives du Parlement de Paris, qui sont conservées aux Archives nationales. Option viable, mais que mon directeur de mémoire a considéré comme à abandonner parce qu'elles avaient déjà été abondamment fouillées. Donc, je perdais un peu le caractère inédit de la recherche que je souhaitais. En plus, ce sont des archives qui privilégient une vision centralisatrice de la justice du XVIIIe et qui m'auraient empêché d'approcher l'environnement vécu des justiciables à une échelle beaucoup plus locale, ce que j'avais vraiment envie de faire en parallèle. Je cherchais donc un fonds beaucoup plus petit et inédit, et c'est dans ces conditions que je suis tombée sur les archives départementales de Lyon à Auxerre. Là-bas, j'ai procédé d'abord en ligne à une recherche dans leurs inventaires en tapant tout simplement dans le bar de recherche par mot-clé viol. Et j'ai aussi fouillé leurs inventaires papier, dont j'en ai ici un exemplaire. C'est des inventaires qui sont parus au début du XXe siècle. Donc des fois, les archives sont décrites. Des fois, on ne sait pas pourquoi, ils ont mis en exergue certaines affaires que quand les archivistes du début du XXe les ont lues, ils se sont dit celle-ci, elle pourrait être intéressante. Donc il y avait déjà 3-4 affaires qui parlaient nommément de viol. Mais c'était tout. Sinon, c'était juste, voilà, dans ce carton-là, vous allez avoir des affaires de septembre à novembre, dans celle-ci de décembre à janvier, etc. Donc, intéressant pour les affaires qui étaient mises en avant, un peu décevant pour les autres par avance. Donc, aux archives départementales d'Auxerre, je me suis consacrée je me suis vraiment, on va dire, focus sur la série B, qui est dédiée aux cours et juridictions d'Ancien Régime. Et notamment cette série B, ce qui était intéressant pour moi. Une centaine de pages, hein. Mais c'est un bijou, hein. C'est un plaisir de le lire et de le relire. Dès qu'on arrive à faire. On vous entend quand vous parlez. Est-ce que vous pouvez couper les micros, les gens qui sont à distance, s'il vous plaît? On va partir du principe que c'est bon. Vous voyez tout de suite le niveau des gens. Hein. Moi, de toute façon, comme dit mon collègue, mon très cher collègue, le Ronald, que je catalogue, moi je catalogue. Moi je catalogue. Il y en a aussi qui n'arrêtent pas de répéter. Peut-être revenir. Ouais, sur les 3 points là. Là. Non, juste sur les 3 points normalement. T'as pas? Voilà. Parfait. C'est bien, ça fait une pause, un petit entracte. Donc cette série B dédiée aux cours et juridictions d'Ancien Régime a la particularité aux archives d'Auxerre d'être accompagnée de suppléments qui ont été récupérés au milieu du XXe siècle parce qu'ils avaient été préservés pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines archives avaient été évacuées et pour une raison que ni moi ni les équipes d'archivistes de Lyon ne peut expliquer, ces petits fonds qui sont vraiment réduits par rapport au reste. Ah oui, je reviens sur le reste. Hop, parfait. Ces affaires qui sont assez peu nombreuses contiennent beaucoup d'affaires de mœurs, c'est-à-dire des affaires de séduction, des affaires de viol, des affaires d'agression, etc. Donc je me suis dit tant mieux, je les garde dans mon escarcelle et ça m'évite de faire des sondages à côté. Donc je me suis consacrée donc à la série B et à l'intérieur de cette série B aux tribunaux en particulier d'Auxerre et de Sens. Au début, quand j'ai commencé, je me suis dit c'est les 2 plus grandes villes de la région, donc
encore, je maximise les chances de trouver des choses intéressantes. Et finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que les tribunaux d'Auxerre et de Sens étaient des bailliages et sièges présidiaux. Ça peut paraître sans importance, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était les juridictions de première instance qui s'occupaient du viol à l'époque. Mais j'y reviendrai sur le système judiciaire. Formellement et diplomatiquement, alors attends, j'arrive pas à passer. On va faire comme ça, parfait. En fait, que retrouve-t-on dans ces affaires qui prennent la forme de dossiers, donc composés soit d'actes volants, soit qui ont été reliés, comme je le disais, en petits cahiers? Eh bien, on y retrouve des plaintes de particuliers ou de représentants du ministère public, des dépositions de témoins qui sont rassemblés dans des petits cahiers d'information. On a aussi des interrogatoires d'accusés, des rapports de visite d'experts médicaux légaux, c'est-à-dire que c'était des médecins, des chirurgiens, des matrones et des sages-femmes. On retrouve aussi des requêtes et des suppliques de demandeurs, donc des plaignants, mais aussi des défendeurs, des accusés, ainsi que des actes du Parlement de Paris ou encore des réquisitoires, des sentences, etc. Le contenu varie bien sûr en fonction des circonstances du crime. J'ai aussi dépouillé d'autres sources, notamment des minutes notariées pour retrouver les traces d'affaires disparues ou alors tout simplement trouver des accords en fait, qui étaient passés entre parties privées en dehors du système directement judiciaire. J'ai regardé aussi et largement compulsé les registres paroissiaux et d'état civil numérisés sur le site internet des archives départementales, là pour retrouver la trace des individus à la fois victimes et accusés à la sortie des tribunaux. Et enfin, j'ai fini par y retourner les minutes et les registres d'arrêt du Parlement de Paris aux archives nationales, au Caran, pour retrouver des affaires remontées en appel depuis la première instance. Donc ça, c'est pour les archives. Pour ce qui est du vocabulaire et du lexique juridique, il n'existe pas de définition officielle du mot viol au XVIIIe siècle. Ce qu'on appelait un viol, cependant, on l'imagine, n'est pas si différent d'aujourd'hui, même si on remarque que le chef d'accusation regroupait à l'époque des actes qui relèvent maintenant de qualifications bien distinctes et extrêmement précises sur lesquelles on s'attarde, notamment le viol, ou alors encore l'agression sexuelle ou même l'attentat à la pudeur. La pénétration, je l'ai constaté, ne semble pas une caractéristique déterminante pour qualifier le crime. On parle de viol même si on n'a pas constaté de manière officielle la pénétration. On peut dire que le viol sous l'Ancien Régime est donc un terme parapluie sous lequel je me suis abritée. Il apparaît néanmoins ce terme viol texto. Au début, je pensais que c'était juste le fait des instruments de recherche, mais en fait, en analysant les archives, on se retrouve que les mots apparaissent sans ombage directement dans les documents, de la bouche des justiciables, mais aussi de celle des juges et même des procureurs. Dès la fin du XIIIe siècle, on dit cependant, c'est pas le mot viol qui apparaît, c'est le mot rapt, qu'on voit le plus souvent. On dit rapt et si femme est forcée. Dans certaines coutumes dès le XIIIe siècle, on déclare aussi que femme est forciée si et quand aucun prend à force charnelle compagnie à femme contre la volonté de la femme et sûr qu'elle a fait ce qu'elle a pu pour se défendre. Deux incriminations tendent donc à émerger chez les juristes, le viol et le rapt. Si l'on part d'abord du mot viol, le verbe violer dont l'emploi est attesté dès la fin du XIIe siècle, dans des sources narratives et pas dans des sources juridiques, ce terme, juste le verbe violer, cède tardivement du terrain face à l'emploi du terme violement au XVIe siècle, qui est lui remplacé par viol au XVIIe et XVIIIe siècle. Quant au rapt, étant donné le caractère supposé volontaire du rapt de séduction, il a moins attiré mon attention que le rapt de violence. Je précise cependant que le rapt de séduction, l'État et l'Église, sous l'Ancien Régime, ont largement légiféré sur la question, parce que c'était deux jeunes gens, par exemple, qui s'échappaient de leur village pour aller se marier à côté, et l'Église et l'État avaient des choses à dire là-dessus. Mais revenons-en au rapt de violence. Ce dernier désigne le crime de ceux qui enlèvent par force et malgré elles des filles, femmes et veuves, soit majeures, soit mineures, dans la vue d'en abuser. C'était la définition, enfin pas la définition, mais c'était une explication qu'on retrouvait assez fréquemment. Donc à la violence et à l'absence de consentement propre au viol s'ajoutait l'enlèvement de la personne. La date où s'initie la distinction entre viol et rapt fait débat. Certains la placent dès le XIIIe siècle, tandis que d'autres la placent beaucoup plus tardivement, au XVIe siècle. Au final, mon enquête va s'articuler autour de 31 affaires traitées entre 1695 et 1780 par les justices royales et seigneuriales des environs d'Auxerre et de Sens. On y retrouve des viols et des tentatives de viol, individuels et collectifs, mais également 3 cas d'inceste spirituel. C'est le terme que j'ai utilisé à l'époque, je suis en train de revenir dessus parce que finalement ce ne serait pas forcément le terme adéquat, mais globalement c'est pour désigner plus particulièrement des affaires où ce sont des curés qui sont accusés d'avoir abusé de leur pénitente.
J'ai également un cas de sodomie et une situation de harcèlement suivie d'une tentative de suicide. Le terme, bien sûr, n'est pas d'époque, mais je voulais mettre en évidence cette affaire en particulier parce que, en fait, la personne qui est accusée dans l'affaire, ce n'est pas l'homme qui est dit avoir agressé quelqu'un, c'est la femme, c'est une femme qui a tenté de se suicider pour échapper aux avances de son maître et aux menaces présumées de son employeur. Donc, j'ai toujours veillé à choisir le terme qui me semblait le plus adéquat pour catégoriser les crimes, mais cela n'a pas toujours été facile. J'avais par exemple des faits évidents, mais pour lesquels les juges de l'époque se refusaient à employer un qualificatif précis, que ce soit volontaire ou non. Souvent, on avait des périphrases pour désigner le crime qui pouvaient s'étendre sur 3 lignes. C'était assez compliqué de catégoriser les crimes. Donc, par exemple, j'ai choisi le mot viol ou tentative de viol. Forcément, la tentative à l'époque n'était pas reconnue. Même si certains des termes que j'ai utilisés, même la plupart, peuvent paraître aberrants et anachroniques aux yeux d'un historien du droit. Voilà. J'ai pas le temps aujourd'hui de défendre scientifiquement ces choix-là, mais je suis tout à fait. Je reconnais que certains, on retrouvait pas du tout ces mots-là sous l'Ancien Régime. J'ai également pris le parti d'inventer une catégorie, inédite entre guillemets, parce que le terme de séduction seul me déplaisait et induisait une forme de complaisance de la femme qui en était la victime. Donc, je l'ai complété par séduction avec violence suivie de grossesse. Parce que la particularité de ces affaires, c'est que ce sont 4 procès qui sont intentés par de futures mères contre les pères biologiques présumés. Ici, le contexte de la conception ne compte pas. On s'intéresse juste au fait que la femme demande à être dédommagée pour l'enfant à naître. Dans ces cas-là, il y a des affaires au début que j'avais considéré faire rentrer dans cette catégorie, mais avec une relecture après, le consentement le consentement de la femme me semblait possible, donc j'ai préféré les écarter pour éviter toute hypothèse malencontreuse. Ça, c'était pour ma première partie qui s'intéressait à l'histoire de viol et aux sources pour l'écrire. J'en viens maintenant à ma première vraie partie que j'ai intitulée « La culture du viol sous l'Ancien Régime ». Parce qu'une chose qu'on remarque assez rapidement, c'est que les violences sexuelles sont déjà des violences de genre. On le voit d'abord par les chiffres. Ce sont les femmes qui sont victimes de ces agressions en grande majorité. Parmi les 32 victimes que j'ai comptabilisées au cours de mes 31 affaires, vous avez ici le décompte de si elles étaient des filles, des femmes ou si c'était des garçons. Fait relativement extraordinaire, en effet, mon corpus comprend une instruction pour sodomie. La population masculine ne représente qu'environ 6% des victimes de mon corpus. Ce constat n'est guère surprenant car les plaintes déposées par les hommes sont pratiquement inexistantes. Par honte, peut-être, on imagine, mais aussi parce que en vertu du droit d'Ancien Régime, seule une femme pouvait être violée. Quand c'était un homme qui en était victime, le lexique de la sodomie se substituait au lexique du viol. Les victimes, comme vous pouvez le voir, sont majoritairement des filles, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas mariées ni veuves. Ces victimes mineures représentent plus de la moitié des victimes. Les filles représentent plus de la moitié des victimes et parmi elles, les mineurs, à l'époque la majorité des filles est fixée à 25 ans, sont surreprésentées. Elles constituent plus de 80% des filles victimes et près de la moitié de la totalité des victimes du corpus. Et parmi ces filles mineures, les filles plus spécifiquement âgées de 13 ans et moins sont les plus nombreuses. Cette limite d'âge peut sembler un peu arbitraire, mais elle m'a permis pour moi de déterminer les filles qui étaient pubères de celles qui ne l'étaient pas. Et on constate que ces filles impubères représentent 2/3 des filles mineures victimes, plus de 55% des filles victimes et presque 1/3 de l'ensemble des victimes du corpus. Si l'on regarde les filles majeures, donc âgées de 25 ans et plus, celles-ci sont sous-représentées même au sein parmi les filles victimes et même au sein de l'ensemble. Et enfin, environ 1/4 des victimes sont des femmes, mariées ou veuves. L'historiographie, je l'ai constaté, mais assez peu en avance ces catégories de victimes parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'affaires les concernant. Et donc, ils en avaient déduit que sous prétexte qu'ayant déjà perdu fatalement leur virginité, leurs agressions n'étaient pas enregistrées et qu'il était impossible de le prouver, qu'elles avaient été agressées. Or, il n'en est rien puisqu'ici, elles sont quand même présentes, moins nombreuses, mais présentes. Si on s'intéresse en face au profil des accusés, on se rend compte que ce sont les hommes qui sont les violeurs. Donc, dans les 31 affaires, j'ai compté 43 accusés. Qui sont-ils ? De manière générale, le profil de ces individus uniquement masculins reste assez difficile à établir. Donc, pour essayer de vous les présenter et de les catégoriser, j'ai tenté 2 méthodes. D'abord, par les classer par âge, puis par métier exercé. Ce qu'on voit dans le premier graphique, c'est que l'âge n'est pas systématiquement mentionné. Dans près de la moitié des cas, même cette donnée est totalement absente. Il était impossible de la récupérer. Pour les hommes dont on connaît l'âge,
les hommes âgés de plus de 40 ans sont sous-représentés, contrairement aux hommes de 25 ans ou moins. Ils constituent, ces hommes de 25 ans ou moins, plus de 60% des suspects dont l'âge est connu et plus d'un tiers du total des accusés. Et je me permets de faire un focus sur les hommes âgés de 20 à 25 ans qui représentent aussi presque un tiers des accusés, ce qui est considérable. L'historiographie a tenté d'expliquer, ou en tout cas d'avancer des hypothèses aux agressions à caractère sexuel, et notamment à cette surreprésentation des hommes jeunes parmi eux, parmi les violeurs. Parmi ces hypothèses, on retrouve la fermeture progressive des bordels municipaux depuis la fin du Moyen-Âge, au nom d'un certain ordre moral. On a aussi évoqué dans l'histoire la croissance urbaine et une concentration en ville des jeunes célibataires, hommes comme femmes, mais aussi le recul progressif de l'âge au mariage, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, à la fin du XVIIIe, les hommes se marient vers 30 ans et les femmes vers 28 ans. C'est surtout la noblesse qui se marie beaucoup plus jeune. Mais on le sait, et on sait que la démographie ne peut pas expliquer, ou en tout cas rationaliser les passages à l'acte et à la violence sexuelle. J'ai finalement émis une hypothèse pour expliquer de manière un peu plus pragmatique la surreprésentation des hommes jeunes parmi les accusés et les agresseurs, finalement, qui se retrouvent devant la justice. C'est qu'il est peut-être plus facile pour des hommes âgés et aisés, pas forcément riches, mais en tout cas mieux installés en société et avec un meilleur réseau, de trouver un accommodement avec leurs victimes et d'éviter un procès, plutôt que par rapport à des hommes plus jeunes qui sont souvent facilement déracinés. On constate avec le deuxième graphique que le métier est de façon assez surprenante plus souvent cité que l'âge. La profession de 3/4 des suspects est connue. À la lumière des données recueillies, on voit que le fantasme du grand seigneur libertin qui s'attaque aux jeunes femmes, ici, perd de sa couleur, et que c'est vrai que certains accusés occupent une position un peu dominante au sein de leur communauté, mais globalement, on est loin du gibier de potence traditionnel à l'autre extrémité. Ici, on a des métiers du monde rural qui côtoient des professions artisanales ou liées au commerce et à la vie des petits bourgs, voire de villes plus développées, et aussi des carrières plus administratives et intellectuelles. Donc si on a une tendance qui émerge au niveau de l'âge, c'est moins le cas au niveau du métier. On a certes une légère surreprésentation des soldats et des curés, mais globalement, les autres métiers se contentent d'une ou deux occurrences. Chose assez intéressante aussi qu'on constate pour évoquer cette possible culture du viol sous l'Ancien Régime, c'est que souvent, les femmes sont présumées coupables dans ces affaires. Ou en tout cas, on s'intéresse à elles autant qu'à l'agresseur. Ça donne parfois lieu à de véritables chasses aux sorcières. Je rappelle ici un épisode mythique qui est rapporté par certains auteurs, dont Voltaire, dans Prix de la justice et de l'humanité en 1777, où il s'exprime sur la législation des matières criminelles. Il dit, je cite, « Pour les filles ou les femmes qui se plaindraient d'avoir été violées, il n'y aurait, ce me semble, qu'à leur conter comment une reine éluda autrefois l'accusation d'une complainante. Elle prit un fourreau d'épée, et le remuant toujours, elle fit voir à la dame qu'il n'était pas possible, alors, de mettre l'épée dans le fourreau. Il en est du viol comme de l'impuissance, il est certains cas dont les tribunaux ne doivent jamais connaître. » Cet événement très probablement imaginaire traduit-il correctement la réalité? C'est vrai que souvent, le profil de la victime menteuse ressort dans les affaires. Au fil des dépositions, plusieurs témoins et accusés mettent directement en cause les plaignantes et les dénonciatrices de crimes sexuels. Par exemple, Marie-Jeanne Varache aurait été en train de voler de l'herbe à l'extérieur de Sens au moment où elle est agressée et aurait inventé cette agression pour dévier l'attention du crime qu'elle commettait à l'origine. L'agresseur de Marie Lebrun l'accuse quant à lui d'avoir été... Il accuse la femme d'avoir été ivre et de l'avoir suppliée de monter sur son cheval. Anne Guenin, troisième exemple, aurait inventé des accusations de viol de toutes pièces contre un contrôleur des aides pour se dérober au paiement des impôts qu'elle devait, en tant que elle et ses compagnons vignerons avaient à payer dans la région de Tonnerre. L'agresseur présumé d'Anne Guenin, Étienne Paul Guilloton, donc le contrôleur des aides, réplique en disant que la plaignante âgée de 50 ans est laide et trop âgée pour susciter ce qu'il appelle la galanterie. Il rajoute, je le cite, que si la simple accusation d'une femme pouvait faire quelquefois, il n'y a pas un honnête homme qui ne fût tous les jours accusé. Voilà, c'est un refrain qu'on connaît. Coïncidence ou non, ces trois affaires se soldent par 2 relax en première instance et, j'y reviendrai plus tard, un plus amplement informé indéfini, donc un équivalent de non-lieu, cette fois-ci non pas en première instance, mais en appel au Parlement de Paris. Les propos des victimes d'agressions sexuelles, du viol à la grossesse non désirée, souffrent souvent d'un manque de légitimité, même lorsque l'information prouve l'authenticité de leurs accusations.
Et on se rend bien compte, on imagine que blâmer un coupable anonyme, aussi d'un autre côté, ne présente aucun avantage pour une fille ou une femme qui cherche réparation ou à venger son honneur devant la justice d'Ancien Régime, contrairement à ce qu'ont pu avancer certains historiens dans les années 70 et 80, comme Jean-Louis Flandrin, qui mettait en évidence le nombre très important de viols, on va dire, d'accusations contre X. Le fait est qu'ici, il n'y a qu'une seule affaire où la femme ne connaît pas ses agresseurs. Et au demeurant, c'est une affaire qui s'interrompt assez vite parce que la victime est connue dans la région comme étant une vagabonde et donc on considère qu'elle a inventé ces accusations. Autre chose qu'on reproche aux femmes, ce sont d'être des tentatrices ou des femmes adultères. Une chose est sûre, c'est que la bonne victime doit être irréprochable à tout point de vue. Une femme confondue avec une prostituée, par exemple, est presque une victime par désignation. J'ai un cas où, après avoir refusé les avances et l'argent de 2 hommes, Antoinette Nicole Leroy est agressée par ces 2 mêmes hommes en plein jour dans une ruelle de Sens. Alors qu'elle sort du guet-apens dans lequel elle était tombée, elle est immédiatement attaquée par des femmes du quartier qui la traitent de putain. Une femme mariée, aussi, peut voir sa fidélité conjugale mise à mal. J'ai un exemple, c'est celui d'Edmé Bernard, épouse de Claude Maître, à Auxerre. Elle dénonce avec son mari une agression assimilable de nos jours à une tentative de viol collectif. Dans sa plainte commune, le couple rapporte que 7 accusés ont fait irruption chez eux alors qu'ils donnaient une fête et que ceux-ci ont commencé à crier, je cite, en parlant de la femme, qu'un tailleur de pierre la foutait et qu'ils sont mieux faits que lui. Que c'est dommage qu'une jolie femme comme elle se donne à un tailleur de pierre. Au cours de l'information, plusieurs témoins viennent rapporter les insultes proférées par les accusés à l'encontre d'Edmé. Pour les résumer, tu es une garce, une putain et autres sottises pareilles. Ils racontent qu'ils ont entendu les prévenus dire qu'ils veulent leur part de ce qu'elle a donné au tailleur de pierre qui n'est pas son mari. Un témoin rapporte qu'un autre témoin, par ouï-dire, lui a dit que la femme est une bougre de putain qui donnait bien à d'autres. Les éléments recueillis lors de l'information auraient-ils influencé le ministère public et le juge? Le fait est que, à la fin du procès, il est fait défense aux condamnés de récidiver et ils sont solidairement condamnés à payer 500 livres de dommages et intérêts au couple. Mais le couple, de son côté, subit lui aussi un rappel à l'ordre et ils sont blâmés sur leur fréquentation et leur manière de recevoir. Maintenant, ils n'ont plus le droit de recevoir de gens chez eux le soir. Selon la jurisprudence donc, et les préjugés aussi de la population, il revient aux filles et aux femmes de se garder elles-mêmes. La victime peut par conséquent partager les torts avec son agresseur si elle s'habille de manière provocante et immodeste, qu'elle se promène à des heures indues dans des lieux suspects, qu'elle reçoit chez elle la nuit des jeunes gens suspects, qu'elle fait des parties de bal la nuit avec des gens suspects, toujours le terme suspect qui revient, sans qu'il soit vraiment défini, ou alors même quand elle travaille dans un cabaret ou dans d'autres endroits publics. Ce sont ici des critères qu'on le retrouve sous la main de criminalistes du XVIIIe siècle. En l'absence de témoins, la victime doit aussi s'efforcer de prouver qu'elle s'est débattue ou qu'elle a crié. C'est assez compliqué de dire qu'une femme a crié, ou en tout cas de le prouver s'il n'y a pas de témoins. Et en l'absence de ces témoins, on va dire, qui auraient entendu quelque chose, un autre recours qui existe aussi dans les procès pour viol, ce sont les rapports de visite qui sont effectués sur le corps des victimes, donc comme je disais, par des médecins, des chirurgiens, mais aussi plus souvent dans mon corpus par des femmes, des matrones ou des sages-femmes. Ici, ces femmes, ces hommes doivent corroborer le fait que la femme a résisté physiquement ou alors qu'effectivement elle a perdu sa virginité. Je parlais tout à l'heure des menteuses. Quand des petites filles sont la cible des viols, on ne les traite pas directement de menteuses, mais on raconte volontiers qu'elles ont accepté des gâteaux ou des pâtisseries, qu'elles ont été attirées par la ruse. On accable aussi leurs parents manipulateurs qui auraient inventé ces accusations de toutes pièces, là encore pour se dérober à des dettes ou pour nuire à la réputation de concurrents eux-mêmes économiques. On met aussi en évidence leur inexpérience et leur infériorité physique. Souvent, on retrouve cette excuse du sexe faible qu'on retrouve dès cette époque-là. Cette excuse biologique, pseudo-preuve qu'on connaît aujourd'hui, est pourtant récupérée par les victimes, même adultes, venant parfois alimenter un discours misogyne qui met en exergue cette faiblesse propre au sexe féminin. Sa suggestion apparaît comme un motif récurrent dans la narration des agressions, et la faiblesse physique des femmes inhérente à leur sexe les passerait d'emblée dans ces schémas, dans cette narration, dans la catégorie de victimes presque innées. Plusieurs procédures criminelles rassemblent des allusions à cette faiblesse, cette fameuse faiblesse des victimes. D'abord, c'est vrai majoritairement dans le cadre de victimes en bas âge. Par exemple, Jean Manchet est accusé d'avoir tenté de violer Clémence Lessoré, âgée de 4 ans et demi. Ses parents déposent qu'il a, je cite, abusé de la faiblesse de son âge. Les sentences prononcées contre le curé Claude Salmon, jugé par contumace à Sens, remontrent qu'il est, selon la formule, atteint et convaincu d'avoir abusé de la faiblesse de l'âge et de l'innocence de quelques jeunes filles, ses pénitentes.
L'argument de l'âge paraît ici légitime pour prouver l'absence de consentement et aussi la passivité de la victime dans l'agression. Mais cette excuse de faiblesse, on la retrouve aussi dans le cas où des femmes sont agressées, des femmes adultes, des fois de leur propre bouche. Louise Damé, par exemple, est engagée dans un procès pour séduction avec violence suivie de grossesse contre Pierre Moule, son employeur. Elle emploie elle-même à 2 reprises, dans la supplique qu'elle envoie au ministère public, l'argument de sa faiblesse présumée. Elle dit que l'accusé a voulu la séduire et connaître charnellement et profiter de la faiblesse de son sexe. Donc pas sa faiblesse à elle, mais celle de tout son sexe. Donc, face à ces éléments, je me suis demandé finalement, est-ce que le système judiciaire, en plus d'être sexiste, pouvait aussi être laxiste vis-à-vis des violeurs, infligeant une sorte de double peine aux victimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'intéresse au système judiciaire et à la manière dont il traitait le viol sur l'Ancien Régime, c'est que le viol est un cas royal, ce qui nécessite la mise en place, en tout cas l'utilisation, de tout l'arsenal institutionnel qui était disponible à l'époque. L'article 1 du titre 1 de l'ordonnance criminelle de 1670, qui est le texte de référence qui réglemente la procédure criminelle ou pénale jusqu'à la Révolution française, dispose de manière assez simple que la compétence du tribunal dépend du lieu du délit. Donc si vous avez été agressé à Sens, votre violeur sera jugé à Sens. Si vous êtes agressé à Auxerre, ce sera à Auxerre. Si c'est un petit village et qu'il y a une prévôté à côté, voilà. Ça, c'est ce que je pensais au début. Mais on se rend compte que déjà, cas de haute justice dans les coutumes médiévales, le crime de viol ou de rapt de violence, on trouve encore les 2 termes, fait partie des cas royaux. En fait, ces cas royaux, c'est une liste d'une 40aine de crimes qui sont considérés comme suffisamment graves et attentatoires à la souveraineté du roi pour relever directement des juges royaux et donc ne pas passer par les juges seigneuriaux. Donc, en théorie, je partais du principe que la répartition des compétences entre les juridictions était simple, mais c'est loin d'être le cas. Les 2 cartes que je vous projette ici, je vous ai projeté ici 2 cartes, une à gauche qui n'est pas de moi, mais qui vous montre que Lyon, sous l'Ancien Régime, c'est un véritable gruyère en termes d'institutions. Vous avez ici tout se chevauche, vous avez des enclaves de certaines institutions autour d'une autre, c'est vraiment très très compliqué. Et celle à droite, que j'ai voulu plus simple et plus synthétique, vous montre les 10 juridictions que moi j'ai vu traiter des affaires de viol dans mon corpus. Ce qu'on a d'abord en jaune, non pardon, pas en jaune, en rouge, c'est les bailliages et les sièges présidiaux qui, je le disais tout à l'heure, sont les tribunaux de première instance des cas royaux. Donc on a ici ceux d'Auxerre et de Sens qui interviennent naturellement dans la région pour traiter des affaires de viol. Deuxième type de juridiction, ce sont des juridictions seigneuriales. Donc pourquoi est-ce qu'elles apparaissent ici quand on dit que c'est un cas royal ? Eh bien parce que même si privativement, comme on dit à l'époque, les viols reviennent aux juges royaux, tous les tribunaux avaient le droit d'informer, c'est-à-dire de faire une sorte d'enquête préliminaire quand on leur dénonçait un crime de viol, à la seule condition qui était que quand l'accusation est jugée fiable, l'accusation de viol est reconnue, le dossier devait être transmis obligatoirement à une juridiction royale. Aussi, une autre raison, c'est parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure dans mon tableau où je présentais les catégories de crimes que j'ai étudiés, il y a des viols, mais il y a aussi des cas de séduction avec violence suivie de grossesse. Ce n'étaient pas forcément des cas qui devaient passer par des juges royaux. Comme la question du viol était éludée et qu'il était plus question de dédommagement financier, les juridictions seigneuriales pouvaient traiter ces cas-là. Troisième catégorie que vous voyez en jaune, c'est la prévôté des maréchaux. La maréchaussée peut traiter en premier et dernier ressort des crimes et des délits qui sont commis par les vagabonds, les gens de guerre, mais aussi tous les cas prévôtaux, donc les crimes graves qui étaient commis hors des villes. Cette maréchaussée avait autorité pour faire traiter de bout en bout des affaires de viol, à l'instar des bailliages et sièges présidiaux, à la seule condition que sa compétence soit reconnue par un tribunal royal, ce qui est le cas ici dans les affaires que j'ai traitées. Et enfin, dernier type de juridiction, en vert, ce sont les officialités, les tribunaux d'église, qui interviennent quand ce sont des curés qui sont accusés. Quand un viol est perpétué par un clerc, on considère que c'est un délit privilégié et donc il est nécessaire de mettre en place une procédure conjointe où des juges laïcs et des juges ecclésiastiques collaborent tout du long de l'affaire, c'est-à-dire de la dénonciation jusqu'au rendu de la sentence. Ça, c'est pour l'arsenal institutionnel. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'arsenal législatif. De la même manière qu'il n'y a pas de définition claire du viol, il n'y a aucune loi qui existe en cette matière. Dans l'armée aurait existé une loi, ou plutôt des textes, pour limiter les exactions des soldats pendant les opérations, mais c'est des textes dont l'origine demeure bien imprécise, ainsi que leur existence.
Et la grande ordonnance criminelle que j'ai citée tout à l'heure se révèle plus un manuel de procédure qu'un véritable guide d'application des peines. Ça ne va pas dire si tel accusé a commis telle chose, s'il est condamné, il obtiendra telle peine. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette procédure criminelle sous l'Ancien Régime, en tout cas pendant le dernier siècle, est bien sinueuse et complexe à comprendre. Vous avez ici, de bas en haut, les étapes qui devaient être suivies pour une procédure criminelle classique. Donc, on voit qu'en fonction des circonstances, les choses pouvaient bouger et que c'est extrêmement compliqué et très réglementé. La justice d'Ancien Régime, donc, en l'absence de guide d'application des peines, reposait sur l'arbitraire d'un collège de juges qui examinait les preuves, les conclusions du ministère public et qui s'appuyait aussi sur la jurisprudence. Or, cette jurisprudence voulait faire montre d'une extrême sévérité. Dans l'article de l'encyclopédie consacrée au viol, mais aussi dans les écrits des juristes et des criminalistes du XVIIe jusqu'au XVIIIe, c'était le supplice de la roue ou du feu et d'autres peines de mort spectaculaires qui étaient encouragées. Mais le fait est qu'en réalité, la peine de mort n'est presque jamais appliquée et on trouve donc tout un éventail de condamnations. Et quand on s'intéresse même à ces condamnations, on réalise qu'elles sont assez peu nombreuses. Environ la moitié des affaires que j'ai étudiées, donc une quinzaine d'affaires, se terminent sans jugement. Elles s'interrompent tout simplement. Et pour celles qui se terminent par un jugement, si on s'intéresse aux peines, on peut être un peu surprise par la légèreté de celles-ci. Pour rappel, la justice d'Ancien Régime dispose de 3 types de jugements, la culpabilité, l'innocence et un jugement qui, faute de preuves, ne prononce ni la culpabilité ni l'innocence de l'accusé. C'est un peu l'équivalent de notre non-lieu. L'emprisonnement, aussi à noter, n'est pas une peine dans le système judiciaire laïque. Il s'agit d'un état seulement transitoire de l'accusé par lequel il passe en attente, entre son arrestation et le moment où il passe devant le juge pour être interrogé, et parfois jusqu'au rendu de sa sentence. Seule l'Église emprisonnait ses condamnés, car selon l'adage, l'Église est le sang, ecclesiat aboret a sanguine. Dans mon corpus, je vais donc vous lister assez rapidement les peines que j'ai pu observer en première instance. Donc, même si elle est assez rare, on voit quand même une peine capitale. On a une peine de mort naturelle par pendaison, qui est une fois effective, l'accusé est effectivement pendu, mais aussi 2 cas où l'accusé n'est pas là, il s'est enfui, et donc c'est une effigie de l'accusé qui est pendue en place publique. Au-delà de cette peine de mort naturelle, on retrouve aussi à 2 ou 3 reprises une peine de mort civile, c'est-à-dire une peine de galère ou de bannissement à perpétuité. Ce qu'on retrouve beaucoup plus souvent, en revanche, ce sont les peines corporelles dites afflictives ou infamantes. C'est des termes un peu barbares, mais c'est en gros pour dire que ces peines touchent le corps directement du coupable et leur caractère public entraîne un amoindrissement de leur honneur personnel. Parmi ces peines, on retrouve l'amende honorable in figuris, où en fait l'accusé était trimballé dans toute la ville sur une carriole avec une simple chemise, il devait porter une torche en cire très lourde dans la main et en public demander pardon à Dieu, au roi et à la justice. On retrouve aussi parmi ces peines afflictives et infamantes les peines de galère et de bannissement, mais cette fois temporaires, ou encore la fustigation, l'administration de coups de bâton, ainsi que le blâme. Souvent, ces peines corporelles étaient cumulées avec des peines pécuniaires, donc avec des peines d'amende, qui allaient en tout cas dans mon corpus, de 6 à 150 livres, sans que je n'ai réussi vraiment à corréler le montant à la nature du crime ou même au statut de la victime. C'est pas parce que la victime était plus jeune ou plus riche que forcément l'accusé allait payer plus. C'est vraiment assez aléatoire, en tout cas de mon point de vue. Ces amendes ne devaient pas être confondues avec les réparations civiles ou dommages et intérêts qui étaient donnés à la victime si celle-ci s'était déclarée partie civile. Et ces amendes ne doivent pas non plus être confondues avec les provisions alimentaires et médicamentères qui pouvaient être données, qui pouvaient être réclamées par le juge à l'accusé pour les femmes enceintes. Mais ces provisions ne sont pas des jugements définitifs, ce sont vraiment des décisions, on va dire, du juge, du magistrat instructeur seul. À côté de ces peines, on a, comme je disais tout à l'heure, 2 relax en première instance. J'ai mis un peu de côté, mais là je vous le cite assez brièvement, dans les cas des clercs accusés, on a les sentences des juges laïcs, notamment deux juges laïcs qui demandent la pendaison pour les curés reconnus coupables de viol. Et c'est intéressant de voir les sentences qui ont été données en parallèle par les juges ecclésiastiques, parce qu'on pourrait dire qu'elles se complètent, mais en général, elles s'excluent finalement. Parce que si le juge laïque recommande la pendaison, l'Église, elle, demande l'enfermement du coupable dans un établissement religieux régulier, le jeûne, des prières ou des aumônes. C'était ça que l'Église voulait réclamer.
Je précise qu'il y avait possibilité de faire appel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, non seulement par le ministère public, qui pouvait être insatisfait de la sentence rendue, mais cette possibilité de faire appel était aussi donnée dès la première instance à l'accusé. Et je mets de côté le cas de l'appel comme d'abus qui pouvait être fait par l'écurie. Dans ces cas-là, la procédure était transmise pour être rejugée au Parlement de Paris, qui est ici doublement compétent, non seulement parce que Auxerre et Sens, même s'ils sont un peu plus proches de Dijon, on va dire à vol d'oiseau, dépendaient du ressort de Paris, mais aussi parce que le Parlement de Paris est le seul compétent en matière criminelle. Donc parmi la quinzaine d'affaires jugées en première instance, il y en a 5 seulement qui passent en affaires au Parlement de Paris, c'est quand même assez important finalement. Et voici les 5 peines qui ont été données par le Parlement. J'ai 2 nullités avec renvoi devant une autre juridiction, une sentence de première instance confirmée et même aggravée par le Parlement de Paris. J'ai aussi un plus amplement informé indéfini. Donc c'était l'équivalent d'un non-lieu, mais c'était bien précisé que si à la moindre preuve supplémentaire récoltée en la défaveur de l'accusé, l'instruction pouvait reprendre immédiatement. Donc certains juristes considéraient que parfois la peine de non-lieu était pire qu'une accusation parce que l'accusé était toujours sur les yeux de la justice jusqu'à sa mort. Et enfin, le cas que j'évoquais tout à l'heure de la femme qui avait tenté de se suicider, pour laquelle le ministère public avait en première instance demandé la pendaison, les juges avaient préféré l'enfermement à vie. L'affaire remonte au Parlement et les membres de la Cour souveraine décident que Edmé Oriot, c'était son nom, doit être enfermé pour toujours à l'hôpital général de Paris avec les autres insensés. Malheureusement, les archives de l'hôpital général ont brûlé, donc je n'ai pas pu retrouver sa trace à cet endroit-là. Ça, c'était pour les sentences qui étaient rendues. Ce que j'ai dit quand j'ai commencé à lister les peines, c'est que la moitié des affaires que j'ai étudiées s'interrompent purement et simplement, donc sans jugement, ce qui m'a amené à m'interroger sur le phénomène d'évaporation des affaires. Car ces affaires de viol semblent se clôturer selon 2 modalités opposées, une sanction plus ou moins exemplaire et l'abandon des poursuites. Ce dernier phénomène est obscur pour moi car les affaires ne sont pas classées officiellement ni explicitement. On se rend juste compte qu'en fait la dernière pièce du dossier, après, on n'a plus rien. On n'a pas de décret c'est une affaire qui peut s'arrêter aussi n'importe quand au moment d'instruction, soit après un décret de comparution à l'intention de l'accusé, ou bien à la fin des premiers cycles de témoignage, ou même après plusieurs années. L'évaporation, on me l'a bien remarqué, et je l'ai remarqué aussi, n'est pas réservée aux affaires de viol, mais elle m'a interpellée ici, puisque certaines affaires s'arrêtaient immédiatement après les dépositions, alors que pour d'autres fois, c'était après plusieurs cycles d'information et d'enquête et de recherche successives. Donc finalement, 80% des affaires dans mon corpus, par rapport au graphique que vous voyez ici, sont clôturées, en tout cas, en 1 an ou moins. Et même 25% des affaires du corpus, donc des 31, sont clôturées en moins d'1 semaine, ce qui paraît très rapide. Le délai minimal pour clôturer une affaire est de seulement 2 jours. Ces délais courts voisinent, comme vous le voyez, avec des durées bien plus longues, comme 6 ans, un délai qui est atteint à 2 reprises. De manière générale, le délai pour mener à bien, a priori, l'instruction d'une affaire semble donc limité. C'est quand même pertinent, je pense, de répartir ensuite ces délais de clôture, de conclusion, avec l'issue réelle des affaires. On constate que les délais les plus longs concernent les affaires qui sont remontées au Parlement de Paris, qui ont été jugées en appel. Entre 2 semaines, c'est ça. Lorsque l'affaire n'est jugée qu'en première instance, les délais pour instruire le procès se réduisent drastiquement, mais restent quand même variables, entre 2 semaines et 2 ans. Et enfin, l'interruption sans jugement des procédures survient dans un intervalle plus réduit, entre 2 jours et 9 mois après l'ouverture de l'enquête. Donc finalement, la totalité des affaires qu'on pourrait considérer comme clôturées, conclues en moins d'1 semaine, sont donc en vérité des procès, par exemple, qui s'interrompent brutalement et sans motif apparent. Sans motif apparent et brutalement parce qu'il n'y a pas de renvoi de l'affaire devant un tribunal royal, il n'y a pas de mention explicite d'accord trouvé ailleurs en manière civile ou alors devant notaire, ni d'abandon des poursuites contre l'accusé. Celui-ci n'est pas relaxé non plus. Ça peut paraître étrange, mais peut-être pas tant que ça si, comme on l'a dit dans toute cette première partie, si on part du principe que les procès pour viol étaient perdus d'avance pour les femmes qui étaient victimes. Mais n'a-t-on pas finalement tort de penser que les femmes partaient définitivement perdantes? J'en viens donc à ma deuxième partie, qui s'intéresse à la véritable place, pour moi, des femmes dans les procès pour viol. On constate que
pour la majorité d'entre elles, ce sont de véritables stratèges qui jouent à la fois un jeu offensif et défensif. Je m'explique. Les femmes sont d'abord actrices en justice dans les procès qui les concernent. La place des hommes paraît, c'est vrai, à première vue, non négligeable dans le processus de déclaration des crimes sexuels. Environ 60% des dénonciations ou des plaintes qui sont faites par des particuliers comptent une figure masculine. Parfois, cette figure masculine comparaît seule. C'est par exemple le cas à 3 reprises avec un père qui vient dénoncer un crime commis sur sa fille. Sinon, les femmes sont présentes aux côtés de l'homme et cet homme peut intervenir en qualité d'époux, de père ou bien plus rarement de procureur qui était un peu l'équivalent d'un avocat. Un constat vient donc contrebalancer cette apparente prédominance des hommes, c'est qu'une femme au moins est présente dans 87% des affaires. Le cas échéant, là où les déclarants peuvent être exclusivement féminins, c'est le cas dans un peu plus de 40% des cas. Et à une exception près, où la victime est accompagnée de sa mère, il s'agit d'une victime qui vient seule reporter son agression devant un juge ou un représentant du ministère public. Et je me permets de préciser que les victimes filles majeures, donc de 25 ans et plus, viennent d'ailleurs systématiquement porter leur plainte seules, sans homme à leur côté. En pratique, au cours du procès, la répartition du temps de parole se fait quantitativement et aussi qualitativement, à ma grande surprise, à l'avantage des femmes victimes. Dans les plaintes, les requêtes ou les dépositions des témoins, on a autant d'occasions et d'opportunités pour elles qu'on constate de mettre en avant leur version des faits et pas celle des accusés. Ces versions sont souvent soutenues par leur père directement, leur procureur et avocat, mais aussi parfois par leurs représentants du ministère et même par les juges qui parfois prennent délibérément le parti de la victime. On connaît assez mal la connaissance par les femmes de la justice et de la législation en matière de viol sous l'Ancien Régime. Le chiffre noir du viol laisse supposer que de nombreuses victimes se retrouvaient démunies après leur agression, ne sachant quoi faire, que ce soit dans les couches les plus pauvres de la société comme aussi dans les milieux les plus privilégiés. On parlait tout à l'heure de l'évaboration des affaires. La rétention d'affaires à la base pourrait pourtant s'expliquer aussi presque paradoxalement par une assez juste connaissance des implications d'une procédure criminelle en cas de viol, tant du point de vue des répercussions sociales de ces agressions et des procès qui en étaient subséquents, mais aussi du point de vue financier. Le fait est que, donc, des femmes dénoncent leurs agressions sexuelles. Certaines se positionnent délibérément comme demanderesses et suppliantes aux yeux du ministère public et des juges. À de nombreuses occasions, on a des femmes qui brillent par la loquacité de leur discours et l'ingéniosité de leur narration. Parmi les stratégies qu'elles développent, un indice pour moi non négligeable permet d'évaluer cette capacité des femmes à se positionner comme victimes et comme justiciables, c'est la propension à se déclarer partie civile. Ce statut leur accorde une place de choix dans la direction du procès. Elles ne peuvent pas témoigner en tant que simples témoins, mais elles peuvent participer à l'administration des affaires aux côtés du ministère public. Sur les 31 affaires, seules 12 mentionnent une partie privée qui se transforme en partie civile. Et 5 cas sur ces 12, donc 1/6 des affaires, concernent des victimes qui ont porté seules leur plainte. Ce sont donc des filles mineures ou majeures. Constat notable, seule l'une d'entre elles, une de ces victimes qui se déclare seule, n'a pas recours en parallèle au service d'un procureur personnel au cours de la procédure. La déclaration comme partie civile manifeste pour moi, en plus de la demande de la vindicte publique, obtenue par exemple par la punition publique du coupable, la demande d'un droit individuel à la réparation, droit qui était auparavant réservé aux proches masculins des victimes de viol. La propension d'une victime à se déclarer partie civile coïncide souvent, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à ce que je pensais au début, avec une relative précarité sociale et économique. Cette catégorie de victimes recherchait a priori autant le respect dû à leur dignité qu'une forme nécessaire, voire indispensable de réparation financière. C'est particulièrement le cas dans les procès pour séduction avec violence suivie de grossesse. Ce type de procès, qui ne représente qu'environ 13% des affaires que j'ai étudiées, constitue 25% des déclarations en tant que partie civile et 60% en tant que partie civile, et 60% des cas où la victime est seule partie civile, sans proche, sans procureur masculin. J'ai une affaire qui m'a marquée. C'est une affaire où la victime comparaît en présence de son père au début de l'affaire. Et elle ne se déclare pas partie civile mais elle se distingue pour moi en raison des stratégies qu'elle a développées à l'écrit. Jeanne Roussel, c'est son nom, est victime à 21 ans d'un viol collectif pour lequel 9 soldats d'un régiment étranger à la région d'Auxerre et Sens, originellement basé en Navarre, sont initialement suspects. Au terme du procès, qui se clôture par un jugement en première instance, 3 de ces soldats sont condamnés, dont un à la pendaison, et c'est la seule affaire dans laquelle on a une peine de pendaison effective.
Jeanne se porte au début partie dénonciatrice avec son père, Jean. Le 10 janvier 1731, dans leurs dénonciations respectives, le père et la fille délaissent au procureur du roi la charge d'accusateur dans le procès, qui est conduit par le prévôt des maréchaux, car Jeanne a été agressée non pas en ville, mais sur le grand chemin qui va d'Auxerre à Dijon, et donc c'est la maréchaussée qui est impliquée. Dans une longue supplique, dont je vous ai reproduit ici à gauche la première page, et à droite une édition que j'ai faite dans le cadre de ma thèse, Jeanne s'adresse au magistrat en charge de l'instruction. Le texte n'est pas de sa main, mais on le voit en bas, elle en a signé méticuleusement chacune des 14 pages. Ce mémoire n'a pas d'équivalent dans les autres dossiers, sauf s'ils ont été perdus en cours de route à cause des aléas de la conservation. Là, sa supplique cite sans détour d'anciens textes royaux qui auraient prononcé la peine de mort pour les coupables de viol, et elle se réfère aussi abondamment à des textes bibliques. Le caractère grandiloquent des mots employés, le ton emphatique du texte, tout converge vers la recherche de la sympathie des magistrats et du public. La rédaction de ce texte, on s'en doute, a demandé l'aide d'un professionnel qui l'a rédigé. Il interroge par conséquent sur l'authenticité de la narration des faits et sur la participation effective de la victime à l'élaboration de ce mémoire. L'efficacité du procédé du mémoire mérite aussi d'être interrogée. Parmi les 3 accusés condamnés, seul un est condamné à mort. Est-ce assez pour satisfaire la vindicte publique que demande Jeanne Roussel? La victime aussi, qui ne s'est pas constituée partie civile, assure quand même dans son mémoire avoir avancé des frais d'argent pour s'occuper de son procès. Et son mémoire se conclut par une demande de 10 000 livres de dommages et intérêts en sa faveur à elle, et de 2 000 livres pour son père seulement, qu'elle considère comme déshonoré en la personne de sa fille. Les réparations civiles, auxquelles sont contraints solidairement les 3 hommes reconnus coupables, s'élèvent à 500 livres. Ça peut paraître assez peu élevé, mais étant donné que Jeanne ne s'est jamais prononcée comme partie civile, c'est quand même intéressant qu'elle a quand même reçu quelque chose. Donc, à la fois par cette façon de se déclarer partie civile, de multiplier les suppliques, de rédiger des mémoires de cette sorte, on voit que celui qu'on a considéré comme le sexe faible dans notre première partie arrive à prendre sa revanche dans une certaine mesure. D'abord, en combattant certains clichés de la femme passive qu'on a évoqués tout à l'heure. Cette passivité naturelle, attribuée au féminin en justice, me permet en parallèle de mettre en avant la réactivité de certains protagonistes féminins dans les procès, même si cette réactivité passe parfois par la théâtralisation des scènes d'évanouissement. On pourrait penser que c'est un aveu de faiblesse, mais les femmes en fait revendiquent le fait de s'évanouir comme montrer qu'elles ne pouvaient pas supporter ce qui leur arrivait et elles se sont évanouies. On a aussi des femmes qui se montrent, elles, véritablement combattantes, en tout cas dans la manière dont elles racontent les faits ou dont les témoins les décrivent. Par exemple, Clémence Delacour, mère de Clémence Lessoré, s'arme d'un fusil pour aller débusquer le violeur de sa fille parce que son mari, lui, refuse de sortir de chez lui. On a Charlotte Cerveau, la vingtaine, qui a déjà perdu un premier procès contre son agresseur dont elle est tombée enceinte, qui se retrouve à nouveau face à lui au moment d'une 2e agression 1 an plus tard. Il tente de la violer sur le pas de sa porte. Comme il fait nuit, elle ne le reconnaît pas. Quand elle découvre que c'est lui, celui-ci se rhabille. Il n'arrive pas à la violer. Il court dans la rue et elle le poursuit avec un bâton et elle lui jette des pierres. Certaines victimes sont donc en mesure de répliquer, voire d'être une source de danger relativement physique pour leurs agresseurs. Revenons quand même à la réalité du crime sexuel qui souvent dans les procès prouve que le péril physique vient plus de l'accusé, du violeur, que de la femme. Et que pouvaient donc faire les femmes qui n'arrivaient pas à prendre l'ascendant physique sur leurs agresseurs? Eh bien, on constate que souvent, elles utilisaient leurs émotions comme armes et qu'elles les rendaient, ces émotions, visibles aux yeux du juge et du public. L'historiographie féministe anglo-saxonne popularise depuis quelques années le travail du care. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je parle du care ici? Eh bien, parce que ce courant s'intéresse aux femmes pourvoyeuses de soins, d'abord dans l'étude des établissements hospitaliers, le religieux au public, mais aussi à l'analyse du contexte familial. Et pensé autour d'un travail subalterne essentiellement féminin, le care réfléchit aussi aux qualités d'attention et d'écoute qu'on a longtemps attribuées aux femmes. Dans le cadre du care, je me suis penchée sur le fameux instinct maternel. Comment apparaissait-il, par exemple, dans les affaires de viol? L'attitude à la fois menaçante et protectrice de certaines mères prouvait selon moi l'existence d'un amour parental qui n'était pas exclusivement chaleureux, comme on pourrait l'imaginer de l'instinct maternel. Clémence Delacour, que je citais tout à l'heure, qui s'était armée d'un fusil pour aller à la poursuite du violeur de sa fille, pourchassait également les matrones, les agressant verbalement pour que celle-ci visite sa fille, bien qu'elle s'y refusait. Clémence
Non, ça c'est assez pour les clémences. La veuve Mallard mène, quant à elle, une campagne contre le maître d'école de sa petite fille. Ce maître d'école s'appelle Casimir Léger, et en fait, elle bat toute la campagne pour lui faire une mauvaise réputation en disant qu'il agresse sa fille, mais qu'il agresse aussi des petites filles du voisinage. Chose aussi intéressante, cette capacité à confronter l'agresseur de leur progéniture et à mettre en avant des émotions violentes qu'on pourrait pas naturellement, qu'on n'associe pas traditionnellement aussi au féminin. Cette capacité vaut aussi pour les belles-mères. Anne Mathias, seconde femme d'Étienne Amar et belle-mère de Colombe Amiard, croise la petite fille en se revenant de chez le boulanger un soir. La petite fille crie et se lamente, elle a le visage tout en feu. La femme lui demande donc ce qui ne va pas. Elle finit par examiner la petite fille et lui trouve le visage, et elle la trouve toute ensanglantée en bas. Elle va donc poursuivre celui qui l'a agressée. Je m'intéresse plutôt aux victimes. Je me suis aussi intéressée aux témoins féminins qui apparaissaient dans les affaires. Parce que souvent, on considérait que les témoins féminins étaient mis en retrait des affaires, que ce soit au civil comme au criminel, mais le fait est qu'elles avaient droit, comme les hommes, de témoigner. Et même si on avait des arguments cocasses pour dire il n'y avait que les témoins masculins qui étaient intéressants, parce que testiculis, ça vient de testicule, c'est un argument qu'on retrouve à l'époque. Le fait est que les femmes, on leur reproche éventuellement des choses, mais pas parce que ce sont des femmes, juste parce qu'elles seraient partiales. Dans les dépositions, ce qu'on constate, c'est que les dépositions contiennent 3 éléments intéressants, indépendamment du fond des témoignages: le sexe du témoin, sa capacité à signer et sa profession. Dans les affaires judiciaires d'Ancien Régime, on compte environ 6 témoins hommes pour 4 témoins femmes. Ce rapport est moins équilibré du côté des victimes. 30 à 45% des femmes de tous les corpus criminels étaient des femmes, et des accusés, dont plus de 70% sont des hommes. Le fait est que, comme on l'a vu, dans les affaires sexuelles, ces statistiques ne tiennent pas. Près de 95% des victimes de mon corpus sont des femmes, et 100% des accusés sont des hommes. La répartition par sexe des témoins est en revanche presque équivalente. 48,7% des témoins de mon corpus sont des hommes et 51,3% sont des femmes, pour être précise. Les témoins de sexe féminin sont donc surreprésentés. D'abord parce que ce sont des victimes, mais aussi parce qu'on interroge les sages-femmes, des personnalités morales de la communauté, mais aussi tout simplement des femmes du quartier qui ont assisté au crime. Au-delà du sexe, ce qui est intéressant à regarder, c'est la capacité à signer des témoins. Comment on peut connaître le niveau d'alphabétisation de l'époque? Eh bien, au 19e siècle, il y a eu une enquête qui a été menée par un universitaire, Maggiolo, qui a fait relever dans tous les services d'archives départementales la part des signataires des contrats de mariage. Donc, vous avez ici les résultats. Et ce qu'on constate, c'est que ce que vous avez en bas, c'est la capacité à signer que j'ai relevée parmi les témoins. Ce que j'ai constaté, c'est que globalement, 37,1% des témoins féminins dans mes affaires savent signer, ce qui est plus important que la moyenne régionale et même la moyenne nationale pour cette période-là. Globalement, les dates extrêmes des relevés qui ont été faits par Maggiolo correspondent aussi aux dates extrêmes de mon corpus. Donc, pourquoi cette surreprésentation des témoins féminins qui savent écrire? D'abord parce qu'on pourrait penser que faire appel à la justice, c'est une forme d'acculturation juridique, donc qui serait plus importante parmi les populations plus aisées, mais aussi parmi les témoins, qui étaient souvent relevés, qui étaient souvent administrés dans leur voisinage. En tout cas, moi, c'est l'hypothèse que j'avais. Et enfin, quand on regarde le métier de ces témoins, plus de 80% des filles ne déposent aucune profession. On se doute que... effectivement, il y a des filles qui sont trop jeunes ou des femmes trop âgées pour déclarer un métier, mais on se doute bien que la majorité des femmes ne sont pas inactives, qu'elles travaillent avec leur mari, ou avec eux, à leur côté, que ce soit au champ ou même dans la petite boutique qu'ils peuvent avoir en ville. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes se déclarent souvent filles d'eux ou femmes d'eux, et c'est comme ça qu'on peut connaître la profession de leur conjoint et potentiellement la leur. Et c'est assez drôle parce que dans cette région entre Champagne et Bourgogne, on a beaucoup de femmes de vignerons et de tonneliers, ce qui montre qu'il y a vraiment une empreinte locale. Et j'en viens maintenant à la fin, pas tout à fait à la conclusion, mais presque. C'est la question: quel était le destin de ces femmes? Je disais que j'avais compulsé les registres paroissiaux de l'état civil pour savoir ce qu'elles étaient devenues. Eh bien, parmi les 32 victimes que j'avais à la base, j'ai privilégié le suivi des victimes célibataires au moment des faits, parce que c'était plus simple et je voulais voir si elles arrivaient à se marier. Donc, je passe de 32 à 20 victimes, parce qu'il y en avait 20 célibataires. Et pour 6 de ces 20 victimes, je ne suis parvenue à récolter aucun élément. Soit parce qu'elles ont déménagé, qu'elles n'étaient plus dans le bourg où est-ce qu'elles étaient, soit parce que tout simplement,
quand on a l'habitude de compulser ces documents, on sait que c'est très facile de louper une information, soit parce que les événements de décès, de naissance, de mariage ont lieu très longtemps après le crime, ou simplement parce qu'on a loupé une page. Ça arrive. Donc, parmi les 14 victimes, on se rend compte qu'elles arrivent à se marier et qu'elles ont aussi des enfants. Aucune des 12 victimes, je n'ai l'impression qu'elles subissent un déclassement social qui serait la conséquence d'un déshonneur suite à une agression sexuelle ou même d'une perte de virginité. Par exemple, Anne Frodin, qui est tombée enceinte de son maître, qui est manœuvrière, épouse un manœuvrier, et Catherine Elisabeth Jacquemart, la petite fille qui était agressée par son maître, épouse un maître aubergiste qui porte le titre de sieur dans le village même où est-ce qu'elle a grandi. Si ces stratégies matrimoniales montrent qu'il n'y a pas d'hypergamie sociale, donc elles ne sortent pas vraiment de leur groupe social de base, on constate la part d'exogamie géographique, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à se marier peut-être plus que les autres en dehors de leur village d'origine. Est-ce que c'était une pratique courante ou une nécessaire alternative pour échapper à une sorte de réputation, de mauvaise réputation à niveau local? Je n'ai pas réussi à le déterminer. Et enfin, j'ai 2 victimes qui restent célibataires toute leur vie et pour lesquelles j'ai la preuve de cette mort en état de célibat. Le profil de ces 2 victimes est néanmoins aux antipodes. On a d'un côté, en haut à gauche, vous avez l'acte de décès de Charlotte Cerveau, fille d'avocat, qui décède à son propre domicile à Tonnerre à plus de 75 ans, plus de 50 ans après le dernier procès contre son agresseur. Et de l'autre côté, vous avez tout en bas l'acte de décès de Brigitte Clargeau, qui meurt très rapidement après l'abandon de son procès. Elle occupait une place de domestique à Montachier en 1706 au moment de son agression, et quand elle meurt en 1711, elle loge toujours dans le même village, et le curé rédige et précise, quand il écrit l'acte, qu'elle est une pauvre fille de 24 ans. Et il prend la précision, il note et il précise que la plupart des habitants sont présents lors de son inhumation. Et je me suis rappelé, en tout cas en retrouvant cet acte de décès, que beaucoup de témoins dans son affaire avaient volontairement renoncé à leur taxe du témoin, c'est-à-dire le témoin était rémunéré pour venir déposer, même si les femmes recevaient un peu moins d'argent que les hommes. Ils avaient volontairement renoncé à cette taxe à son profit, parce qu'ils savaient qu'elle s'était déclarée partie civile, qu'elle était très pauvre, et donc ils voulaient lui éviter de faire trop de dépenses. Et enfin, je me suis demandé, est-ce qu'en plus de ces destins hétérogènes, est-ce qu'on peut distinguer le parcours de celles qui ont été victimes dans l'enfance de celles agressées lorsqu'elles étaient plus âgées? Eh bien, il semble que celles abusées étant jeunes se marient non seulement plus souvent, c'est le cas de 100% des cas pour les petites filles, contre un peu plus de 70% pour les autres, mais ces petites filles agressées se marient aussi plus tôt, 20 ans en moyenne, contre 29 ans pour les autres. Conclusion. À première vue, de nombreux éléments recueillis dans les archives judiciaires et les enquêtes et procès pour viol laissent penser qu'une culture du viol régnait sous l'Ancien Régime. Les femmes sur lesquelles portaient déjà de nombreux jugés en étaient naturellement les victimes. Et la justice, qui traitait déjà assez peu de cas de viol, était gênée à la fois par un manque de législation, un système complexe et un crime dur à prouver, comme on le sait aujourd'hui. Mais on a vu que dans l'ensemble, que les femmes victimes étaient loin d'être abandonnées par les autorités, ni par leur communauté, et qu'elles n'étaient pas non plus sans défense au moment des affaires, ni même plus tard, qu'elles n'étaient pas des parias. Cela ne veut pas dire, on le sait, que toutes les femmes victimes de violences sexuelles étaient en mesure d'affronter leur violeur, directement ou même en justice, ni même que l'issue des affaires leur donnait raison ou permettait à ces femmes que justice soit faite. Ce que j'avais appelé dans mon mémoire de master les archives du viol alimente aujourd'hui un nouveau courant historiographique qui est l'histoire sociale de la justice. Au travers des sources primaires et d'éléments a priori limités, qui se sont centrés sur la recherche d'un crime uniquement, on se rend compte que les documents d'archives nous fournissent de précieuses informations sur les représentations des femmes, de la sexualité et même du genre. Merci pour votre attention et merci de m'avoir écouté. Merci. Oui, merci pour cet exposé très, très intéressant. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de cas, donc on pourrait toujours trouver que, voilà, on ne peut pas généraliser, etc. Moi, je voudrais revenir juste sur cette idée de culture du viol. Est-ce qu'on a des éléments sur les arguments donnés par les auteurs pour justifier leurs attitudes? Est-ce que... parce que vous avez beaucoup parlé des victimes, etc., des procès, mais est-ce qu'on a quelques éléments qui pourraient, donner à voir justement comment ces auteurs sont imprégnés d'une sorte d'impunité et se dire finalement, violer une femme, c'est pas si grave, quoi.
souvent, donc hormis le cas de Étienne Paul Guilloton, celui qui était accusé, qui a dit qu'on ne pouvait pas croire une femme déjà de base, et qu'en plus la femme qu'il aurait violée était trop vieille et trop moche. En général, ils avancent pas ce genre d'argument. Ils essaient pas de dire que la femme ment parce que ça. C'est plus des arguments, on va dire, un peu satellites. C'est cette femme ment parce qu'elle a été influencée. Cette femme ment parce parce que sa famille m'en veut personnellement. C'est assez rare, sauf le cas que j'ai cité, qu'ils fassent appel à un raisonnement idéologique pour dire qu'ils n'ont pas pu violer cette femme. C'est plus lié aux circonstances même des agressions auxquelles ils sont mêlés. Ils ont moins une réflexion d'ensemble sur les femmes sont toutes des menteuses, même si des fois ils les insultent, mais ils insultent plus la personne l'individu féminin qui les accuse, plutôt que tout le genre, tout le sexe derrière. Et ça, c'est intéressant à noter. On a plus ce genre de réflexion parmi les auteurs, mais pas les auteurs des agressions, peut-être, on ne sait pas, mais plutôt par les auteurs les juristes et les criminalistes. Là, on a plus des réflexions d'ampleur sur, même si je disais tout à l'heure, par exemple, que les femmes peuvent témoigner au civil comme aux criminels, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on retrouve encore des criminalistes qui disent qu'il faut quand même se méfier du témoignage féminin, du témoignage de la plus belle moitié du genre humain. Ils disent que c'est les philosophes qui le disent, et que c'est les établissements anciens qui disent qu'on peut pas se fier à elles, mais il n'y a pas de détails. C'est juste, vous-même vous savez, on va pas rentrer on va pas détailler. C'est juste, bon, elles peuvent témoigner, mais bon, on sait qu'elles sont pas fiables. C'est tout. Voilà, pour eux, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin d'écrire des tartines, on va juste écrire ça et on va pas citer ses sources, quoi. Ni interroger le... Excusez-moi. Pendant son témoignage, est-ce qu'ils interrogent? Ou bien ils décident que c'est pas fiable au début? Ce qui est intéressant, tout à l'heure, je montrais le schéma de la procédure criminelle. On va dire que les accusés sont interrogés d'un côté, les femmes déposent, et il y a un moment qu'on appelle la confrontation. C'est-à-dire que si le juge et le ministère public le considèrent nécessaire, on va mettre face à face dans une même pièce le juge, le greffier, ils vont regarder, on va mettre l'accusé et la personne qui a témoigné. Si la victime fait partie des gens qui ont témoigné, elle se retrouve directement face à son agresseur, et c'est là qu'on a les arguments peut-être les plus intéressants et les plus vifs, parce qu'en gros, le juge lit à voix haute la déclaration de la femme victime, et après, l'homme a un droit de réponse, l'accusé en face a un droit de réponse. Donc il peut dire c'est mensonger, c'est faux, il ne s'est pas passé ça, ou alors elle ment, ou alors c'est là dans ce moment qu'il va l'insulter directement ou l'accuser d'être manipulé par son entourage. Ou alors on a aussi des fois, en tout cas ces cas de confrontation, on les a que quand le juge considère que les dépositions ne sont pas suffisamment fiables et qu'ils ont besoin de voir comment réagit la victime, l'accusatrice face à son accusé en personne. Parce que la confrontation n'est pas systématique. En sachant qu'auparavant, avant la confrontation, la victime déposait une première fois et elle pouvait être amenée à être récollée. Ça veut dire qu'on lui relisait son témoignage à elle. On lui dit est-ce que vous êtes sûr que vous voulez maintenir cette déclaration? En cas de parjure, elle pouvait être condamnée elle-même de son côté. Donc c'est pour ça que souvent les femmes, c'est assez rare que des femmes se récusent. J'ai une histoire, un cas seulement où la femme se récuse parce qu'elle dit que en fait finalement oui, elle a été influencée par son mari et par d'autres ennemis du suspect. Mais c'est une seule fois, et on n'arrive pas à savoir si c'est parce qu'on a l'impression que par derrière, l'accusé me fait peser des menaces sur la famille de cette femme, ou est-ce que c'est simplement qu'effectivement, c'était deux parties qui étaient en lutte, et ils se sont dit, une accusation de viol, ça va nous permettre de faire disparaître notre ennemi économique, parce que c'était un concurrent commercial. J'ai une question aussi. Est-ce que le discours de l'accusé est différent en fonction de l'âge de la victime? Par exemple, notamment quand c'est des vrais mineurs, quoi. Des vrais mineurs. Effectivement, là, en tout cas, pareil, j'ai que 30 affaires, entre guillemets, mais c'est vrai que l'accusé va pas traiter une petite fille de putain. Il va pas la traiter de prostituée, voilà. Après, comme je disais, il va volontairement dire oui, mais elle acceptait des gâteaux, elle était douce, elle était gentille avec moi, etc. Ils vont plus dire mais elle est jeune, elle sait pas ce qu'elle dit, elle est manipulée par ses parents.
En fait, dans tout mon corpus, j'ai une affaire seulement où l'accusé dit oui, je l'ai agressé, je l'ai embrassé, etc. Il va pas dans les détails, mais c'est une seule affaire où effectivement un homme accusé d'agresser une petite fille dit oui, je l'ai agressé, je le reconnais. En plus, c'était le collègue des parents de la petite fille. Ils venaient d'arriver dans la ville, ils se sont connus. On a l'impression qu'il est de plus en plus obsédé par la petite fille. Et un soir, il se retrouve seul avec elle et il la kidnappe. Et en fait, comme les gens les connaissent, ils disent bah il est parti, Jean-Baptiste, il est parti avec la petite fille, il est parti avec Babette. On ne sait pas où ils sont partis, mais c'est très suspect. Mais c'est la seule fois où, voilà. Et pardon, je finirai juste. Il y a aussi un autre cas. Je parlais tout à l'heure de Jeanne Roussel qui avait été agressée par des soldats. L'accusé a dit oui, je l'ai embrassé violemment, je l'ai agressé. Et quand quand on le réinterroge, il dit non, j'ai jamais dit ça. Alors qu'on sait avec la retranscription, on sait qu'il l'a dit. Donc peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû le dire parce qu'effectivement, il finit par être condamné à mort et être pendu. Voilà. Quand tu dis qu'il traite les femmes de menteuses, il nie être à l'origine de l'acte sexuel. Enfin, en gros, est-ce qu'il accuse les femmes de mentir au sujet d'un acte sexuel consensuel, pas des enfants, hein, ou est-ce qu'il nie carrément l'acte sexuel lui-même? La plupart du temps, il nie l'acte sexuel. Il ne s'est rien passé, elle invente de toutes pièces. C'est un peu plus compliqué et un peu plus difficile à analyser dans les affaires où c'est des employeurs qui sont accusés d'avoir agressé et abusé de leurs domestiques et même de les avoir fait tomber enceintes, parce que il y a un flou qui est entretenu sur l'origine de la relation et même de la relation sexuelle. Parce que quand on regarde les dépositions des témoins et des femmes, on a l'impression que c'était vraiment l'employeur qui les persécutait. Et donc, ils savent qu'il y a dû y avoir une relation sexuelle, mais qu'elle n'était pas consentie. Mais effectivement, dans ces cas-là, dans les cas où c'est des employeurs notamment qui sont accusés d'avoir abusé de leurs domestiques, c'est moitié-moitié. C'est moitié, il ne s'est absolument rien passé, et moitié, mais elle était consentante, même si le sieur était marié, etc. Et puis il y a un moment dans une affaire où la femme de l'employeur dit, dont la domestique est tombée enceinte, on va garder l'enfant comme si c'était le nôtre. Donc, et pour cacher un petit peu la honte, mais on ne sait pas si c'est parce que la femme n'est pas très claire dans son témoignage, l'épouse, on ne sait pas si elle veut garder l'enfant pour faire taire le fait que son mari était adultère, ou est-ce que c'est pas pour montrer qu'il a abusé de sa servante. Et est-ce qu'il y a des cas où l'accusé dit la femme était, c'est elle qui était provocante, qui a tenté de me séduire Seul cas. Non, vas-y. Sorry. Le seul cas auquel je pense, c'est celui d'Edmé Bernard qui est l'objet d'une tentative de viol collectif, genre avec des accusés qui font irruption chez le couple. On voit très bien que il considère que le fait qu'elle ait eu potentiellement des relations déjà hors mariage avec un autre homme que son mari et qu'elle ait été a priori surprise en public en pleine relation sexuelle avec cet homme-là, même si on n'en a pas la preuve, c'est pour eux le fait que il pouvait se le permettre avec elle, qu'elle était volontaire. Après, pour les autres, j'ai effectivement pas de cas de femmes provocantes. Il y a effectivement les femmes qui sont accusées qui sont confondues avec une prostituée. Enfin, confondues, c'est un large terme. Mais par exemple, la femme Antoinette Nicole, qui fait l'objet d'un guet-apens dans une rue, elle est enceinte de plus de 6 mois au moment de cette agression. Donc, même si le fait qu'il est considéré avec une prostituée, c'est assez, on se dirait une prostituée enceinte, même. Ils n'ont pas. De toute façon, l'affaire ne va pas très loin. Les deux hommes sont interrogés très brièvement et l'affaire s'interrompt comme ça, quoi. Donc, je voulais revenir sur le cas précédent d'une jeune femme qui était bonne, c'est ça? Parce que je suis en train de lire le livre sur les mêmes, pas sur le viol, mais sur les employés en Bretagne dans ces périodes, et ces employés travaillaient dans la maison. Alors, est-ce que c'est le cas aussi dans Lyon, c'est-à-dire qu'ils font partie un peu de la famille ou pas? Parmi les 4 cas que j'ai compté dans mon corpus de femmes qui ont été agressées par leur employeur, j'ai l'impression qu'effectivement, elles n'habitent pas à côté.
enfin, elles n'habitent pas dans un village voisin et elles font l'aller-retour tous les jours. Elles vivent vraiment aux côtés de la famille. Elles vivent, elles ont une chambre pas au même étage, mais un petit peu au-dessus, etc. Elles ont leurs espaces à elles. Elles sont pas dans la même. C'est des employeurs suffisamment aisés pour avoir des espaces assez importants, mais elles racontent que dans la journée, elles font les commissions, elles s'occupent de l'étable, elles s'occupent des vaches, elles s'occupent des terres de ce truc. Et la nuit aussi. Et voilà. Et en fait, la nuit, elles restent au même endroit. Elles ne retournent pas. Elles n'ont pas de maison à côté. Elles n'ont pas de famille à proximité, a priori. Ou alors, si elles ont une famille, ce qui est le cas de certaines d'entre elles, ils habitent dans un village qui est plus ou moins lointain ou dans la grande ville à côté. Parce que en Bretagne, là, justement, il disait que la femme, l'épouse, plus exactement, du violeur, déclarait, puisque tout ça se passe à l'intérieur de la maison, déclarait que c'est la bonne qui avait aguiché le mari pour prendre sa place à elle. Tu n'as pas trouvé des cas comme ça? Non, là, dans ces cas-là, non. Je crois, sur les 4, il y en a 2 où le maître est marié et on connaît la femme. On sait que même dans un cas, il est marié et père d'un enfant. Mais j'ai pas... il n'y a pas d'accusation de dire la domestique essaie de prendre ma place. C'est juste, elle en parle pas. Elle dit juste on voulait faire taire le scandale, mais elle dit pas quel scandale. On dit on va s'occuper de l'enfant, mais en fait elle dit juste que c'est l'enfant. Voilà. Mais il n'y a pas j'ai pas en tout cas dans ce que j'ai lu de concurrence entre la domestique qui serait un peu la concubine et l'épouse officielle entre guillemets. Et au début, tu as mentionné le fait que peut-être un certain nombre d'hommes puissants échappaient d'une manière ou d'une autre au viol, enfin pas au viol, mais aux accusations. On a un moyen de savoir ce que ça peut représenter comme cas. En termes de chiffres, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai voulu regarder dans les minutes notariées, parce que je me suis dit qu'il y avait des accusations. Parce qu'en fait, dans les procès, souvent, quand c'est des hommes un peu plus aisés, on a des témoignages, la victime elle-même qui raconte que l'accusée a su qu'elle voulait aller voir la justice et que par des manipulations, par des jeux de réseau, par même des intimidations, il essaie de lui proposer de l'argent pour la faire taire. Et on sait, ça va du bouche à oreille, il y a machin qui a dit un truc, qui est allé reporter à temps, il y a des transactions financières de l'argent qui passent de main en main, donc ça on le sait. J'ai regardé aussi dans les minutes notariées, il y a un cas où un homme aisé qui est accusé d'avoir agressé une fille. J'ai retrouvé son nom dans une minute notariée. L'affaire justice s'interrompt brutalement. Et en fait, l'affaire que j'ai dans les minutes notariées, c'est avec une autre femme. C'est le même accusé, mais avec une autre femme 5 ans auparavant. Et pareil, il dit juste qu'il a fait des violences. Il leur donne une provision alimentaire et médicamentaire. Il n'est pas fait mention d'un enfant. Mais on a l'impression que la femme a été suffisamment agressée pour nécessiter des soins, etc., et qui nécessitent de l'argent. On a ce genre de choses. Et en parallèle, je regardais, parce que j'ai regardé aussi, j'ai comparé l'issue des affaires avec éventuellement le déséquilibre entre les parties. C'est-à-dire que est-ce que la sentence était plus sévère ou moins sévère quand l'accusé était plus riche? Ça, je ne l'ai pas constaté. On est vraiment sur... il n'y a pas de corrélation, comme je disais, entre l'amende qui pourrait être reliée son montant à la qualité de la victime. Et j'ai pas l'impression que la qualité de l'accusé influe sur, on va dire, le déroulé ou le jugement. La seule chose, c'est que, par exemple, dans le cas de Charlotte Cerveau, en fait, elle accuse elle dit être tombée enceinte d'un ancien homologue de son père qui est décédé. Et c'est son père qui est décédé, et cet homologue, il est avocat aussi, et il arrive à obtenir l'annulation de l'affaire pour vice de procédure directement auprès du Parlement de Paris. Quelque chose qu'un simple perruquier ou un boulanger n'aurait pas pu obtenir, lui, tout seul. Mais le fait est que lui, on a l'impression qu'il a des contacts, et que même à un moment donné, lors de la deuxième affaire dans laquelle il affronte la même femme, en fait, il est réfugié à Paris chez un ami. Quelque chose que quelqu'un qui n'a pas de réseau ne pourrait pas se permettre. On va peut-être demander à nos collègues en ligne s'ils ont des questions. Alors, soit vous ouvrez vos micros et vous posez vos questions, soit vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Je ne vois pas.
Ça peut peut-être dire que c'est suffisamment clair, peut-être un peu long, mais en tout cas, j'ai pas présenté véritablement mon livre aujourd'hui, mais en fait, les 3 grandes parties, c'est un peu les 3 lignes directrices de mon ouvrage, c'est-à-dire s'intéresser à qu'est-ce qu'était l'histoire de viol, comment on l'écrit. La première partie en fait de mon livre, c'est sur le système judiciaire d'Ancien Régime et comment celui-ci traitait les affaires de viol. Ma deuxième partie, c'est plutôt sur violence sexuelle, violence de genre. Et ma troisième partie, c'est sur les trajectoires après le procès. Donc, en partant de ce qu'on trouve dans les registres paroissiaux d'état civil, mais aussi de toutes les informations que j'avais pu glaner au fil des affaires, c'était que deviennent les accusés, mais aussi que deviennent les victimes et que deviennent les accusés. Donc, ça m'a permis un petit peu globalement de revenir sur les grandes conclusions, les travaux que j'avais pu faire. Moi, c'est une question qui concerne les femmes aussi, mais pas à propos du viol. Je travaille sur une femme biologiste qui est née à la fin du 18e, à la toute fin, dans les années 90, 1790, et qui s'appelle Jeanne Villepreux, qui est devenue une grande biologiste ensuite, mais elle est née elle est décrite comme une jeune bergère, quoi. Et la première preuve qu'on a qu'elle n'était pas une jeune bergère, c'est qu'elle monte à Paris à pied pour faire brodeuse. Et elle monte avec son oncle qui mène les vaches, je sais pas quoi, à Paris aussi, tout le monde en route, depuis le Bas-Limousin. Ça fait un bout quand même. Et cet homme la viole à Orléans. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est que c'est elle qui écrit elle-même comment elle a été violée. Et donc, ça nous donne la preuve qu'elle savait lire et écrire, alors que donc, ce qui était raconté, mais ça, bon, ça s'explique pourquoi elle avait raconté. Donc, est-ce que dans ce que tu as trouvé, est-ce que par rapport à ces femmes pauvres, est-ce qu'elles savaient écrire pour certaines ou pas, ou est-ce que ça t'a donné des idées de la proportion féminine qui maîtrisait l'écriture? J'ai réussi, en fait. Les femmes, quand on voit la signature des femmes, c'est pas au bas des dépositions ou des plaintes qui sont déposées, c'est vraiment au moment des témoignages ou pour un peu valider, pour clore les dépositions, les femmes signent. Donc c'est là qu'on arrive à voir et c'est là que j'ai pu, à partir de mes statistiques et des statistiques qui avaient été relevées dans les contrats de mariage, c'est de voir si effectivement elles savaient signer, elles ne savaient pas signer. Après, ce que je disais, quand j'ai montré le mémoire de Jeanne Roussel, on voit en bas qu'elle signe en entier Jeanne Roussel, pas avec une simple croix, mais on voit que l'écriture est différente et moins assurée que celle du texte. Une autre chose qu'on voit, j'en ai pas parlé, enfin j'en ai parlé très brièvement, mais dans les rapports de visite, je disais que ces rapports pouvaient être faits à la fois par des hommes ou par des femmes. Les chirurgiens et médecins, c'était des hommes, les matrones et les sages-femmes, des femmes. Et on voit aussi là une différence d'écriture. Les hommes, les médecins chirurgiens ont une écriture très professionnelle qui est comparable à celle d'un greffier, alors que dans les rapports de visite qui sont rédigés par des femmes, des fois elles écrivent en phonétique. Et puis on voit que l'orthographe est moins assurée, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. J'en parle dans mon livre et là forcément j'ai pas pu mettre d'annexe, mais dans ma thèse de base j'avais mis des photographies, enfin en tout cas des reproductions de documents, et j'avais mis en parallèle deux rapports, un écrit par des hommes, un écrit par des femmes, et c'est assez intéressant parce que les hommes écrivent mieux, mais parfois c'est moins précis au niveau des termes qu'ils utilisent pour décrire les parties génitales des femmes, alors qu'une matrone, une sage-femme qui va écrire, on voit qu'elle a c'est pas qu'elle a moins l'habitude, mais qu'elle est moins assurée, qu'elle fait plus de fautes, mais ça reste. Elle utilise des termes des termes gynécologiques où je m'attendais pas à lire dès la fin du XVIIe siècle. C'est très précis. C'est pas forcément les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui, mais on voit que c'est pas seulement elle a quelque chose à ses parties, ça veut dire elle va parler peut-être je sais plus exactement, mais de lèvres, puis même des termes scientifiques que même moi j'ai dû regarder sur internet pour voir ce que c'était, parce que c'est des termes dont j'avais jamais entendu parler. Oh. Jusqu'à Vézal, jusqu'à Vézal, il y avait pas, il touchait pas à personne. Je veux dire, il causait comme 2000 ans avant eux, quoi. Donc c'est après Vézal où ils vont avoir quand même une certaine compétence. Je dirais, moi, je dirais, il est possible
je pense, que les matrones avaient plus de compétences liées à une expérience ou une transmission orale qu'on pourrait appeler la médecine. Ben, c'est ça. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que mon étude, globalement, elle se porte sur un siècle. Il y a 30 affaires, mais c'est sur un siècle de distance. Et on voit que sur la première partie de la période, c'est surtout des matrones. Et petit à petit, on constate en même temps la professionnalisation en fait, de ce métier-là, avec de plus en plus de sages-femmes. À la fin de la période, c'est plus les sages-femmes qui réalisent les visites sur les femmes enceintes et les femmes victimes, alors qu'au début de la période, c'est des sages-femmes. Enfin, c'est plutôt des matrones, pardon. Et chose aussi intéressante, c'est que dans les textes officiels, même dans la grande ordonnance, ils disent que les matrones et les sages-femmes doivent être nécessairement accompagnées d'un homme chirurgien ou médecin, mais le fait est que dans la grande majorité des cas, elles se déplacent seules. Elles sont mandatées par le juge et on voit qu'il n'y a pas de signature d'homme, il n'y a pas de médecin chirurgien ou ni même qui n'est mentionné. Elles se déplacent seules chez la victime pour l'examiner. Et leur témoignage est valide. Le témoignage est validé, le rapport de visite à valeur de preuve, il est signé et certifié même par le juge. Enfin voilà, il n'est pas systématique dans toutes les affaires. Des fois, il est demandé, il n'est pas réalisé. Il y a des fois où, au vu des circonstances, on pourrait penser qu'il aurait pu être demandé, il ne l'est pas. Mais le fait est que quand il est là, il est bien pris en compte par le juge comme éventuellement une preuve. Soit on compare au témoignage de la victime. Si elle dit qu'elle a été déflorée, on arrive à le constater ou pas. Si elle dit qu'elle s'est débattue, on voit si elle a des bleus, si elle a été attaquée avec un bâton ou ce genre de choses. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez réussi à déterminer les motivations qui avaient poussé ces quelques femmes à porter plainte, parce que 30 cas sur un siècle, ça fait quand même pas beaucoup, par rapport à toutes celles qui n'ont pas osé porter plainte ou voilà, dans le cadre justement ou de sociétés où le viol est quotidien partout et en particulier dans les maisonnées. Voilà. Je pense qu'il y a ça dépend des cas, des circonstances. Par exemple, pour les femmes qui sont tombées enceintes, en général, la procédure est entamée pas au moment de la conception présumée, mais quand la grossesse est presque à terme. Comme si auparavant, elle n'avait pas eu les moyens de partir accoucher ailleurs, qu'elle avait peut-être tenté des transactions financières extrajudiciaires et qu'en fait, le recours à la justice, c'était un peu la dernière possibilité pour éventuellement obtenir quelque chose. Quand la victime est une petite fille, on peut penser que c'était les parents allaient plus volontiers aller porter une plainte au nom de leur petite fille parce que elle avait potentiellement été déflorée, donc son honneur pouvait être atteint, qu'il y avait moins de remise en doute possible de sa version des faits, et que souvent, on va dire que les scènes de découverte des victimes se faisaient un peu en public, c'est-à-dire que c'est la mère qui trouve sa petite fille sur le chemin au milieu du village, et elle s'exclame qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Enfin, on va dire les conséquences du crime étaient visibles. Après, pour les autres qui ont été agressés, on va dire sans témoin, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, mais on sait que l'accusé en face, il est pas riche, il n'a pas une réputation, il n'a pas une mauvaise réputation non plus, donc ça peut être plus compliqué. Là, on peut penser que, il n'y a pas de, mis à part le fait de vouloir justice, je vois pas d'autres arguments qui pourraient les avoir poussés à porter leur plainte. On va dire que on peut pas les accuser entre guillemets d'y avoir recherché quelque chose autre que vouloir que justice soit faite et qu'on reconnaisse qu'elles étaient victimes, ce genre de choses. Après, dans les cas où un peu particuliers, j'ai parlé tout à l'heure de l'affaire de sodomie où c'est deux jeunes garçons qui sont entendus comme victimes d'un homme, d'un sieur de sens. En fait, ces deux jeunes garçons étaient des domestiques de louage, donc ils ne travaillaient pas dans la maisonnée là, mais plutôt ils louaient leur service à la journée. Là, c'est pas eux qui viennent déposer la plainte, c'est le ministère public qui a entendu dire qu'il y aurait eu des cas d'agression, et en fait, on appelle ces jeunes garçons 3 ans après les faits. Donc peut-être parce que le bruit public a dit, en fait, ce sieur-là, on sait qu'il agresse des garçons, là, il en a agressé, c'est déjà arrivé il y a 3 ans, il y a 5 ans, etc. Donc il y a peut-être aussi ça qui fait que... Puis dans les cas de quand c'est des curés qui sont accusés, c'est systématiquement le ministère public qui dépose la plainte. C'est pas, en tout cas, même si parmi les témoins qui sont appelés, il y a des femmes qui se manifestent comme victimes, c'est pas elles qui ont fait la démarche en amont de déclarer le crime. On sait que
le curé est scandaleux, et là, il y a l'occasion de venir présenter sa version des faits. Il y a ce genre de choses aussi. Mais ce qu'on rencontre également dans les témoignages, c'est des témoins qui disent « Je sais que Antoinette Michu, elle a déjà été aussi victime, mais elle n'a jamais déposé de plainte. » Ce genre de choses. Donc on sait qu'il y a des victimes qui restent silencieuses et dont on a connaissance soit jamais, soit on a la chance de les retrouver et de connaître leur nom par le biais d'affaires qui concernent d'autres agressions. Ouais, juste sur une dernière question. Et tu as parlé de rapt au début. Là, tu n'as aucune affaire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà la fin du 18e ou parce que c'est à cet endroit qu'il n'y en a pas eu? J'ai pas de rapt de séduction. Enfin, en tout cas, j'ai pas de deux jeunes gens qui sont enfuis ou alors l'enlèvement de la femme a été un peu mis en scène, etc. Ça, j'en ai pas vu. Et des fois, comme je disais, que les juges, des fois, n'emploient pas de qualificatifs précis ou alors ils se lancent dans des descriptions qui font 4-5 lignes d'affilée. Par exemple, un accusé peut être accusé de comportement scandaleux, de viol, de rapt, de violence, etc. pour une seule agression isolée. C'est comme ils avaient fait un gros paquet et ils mettent tous les qualificatifs en même temps. Le fait est que souvent, j'avais dit que le rapt de violence, à la différence du viol, il y avait un caractère, on va dire, d'enlèvement de la personne, de mise à l'écart. Et le seul cas que j'ai, c'est celui que j'ai raconté un peu tout à l'heure, c'était de l'ouvrier qui était ami avec les parents de la petite fille, qui l'a enlevé. Et c'est le seul un peu cas qui pourrait vraiment se considérer comme un rapt de violence, parce que sinon, c'est toujours des agressions qui ont lieu sur place. Ou alors, l'accusé a suivi la victime, etc. À la limite, le cas où un homme a surpris une femme sur un chemin de campagne, qui l'a fait monter sur son cheval et qu'il est parti avec. Mais ça aussi, ça pourrait être le cas. Mais globalement, j'ai plus des viols que des rapts de violence si l'on se réfère vraiment à la définition. Merci beaucoup. Je vous propose de clore la séance, non sans remercier chaleureusement Enora pour cette très belle intervention. Merci beaucoup. Εγώ δε κείνο το της έρατε, κείνο το της έρατε, κείνο το της